Il y avait la guerre en Syrie, boum, on s'est barré avec mon petit frère. Et Julien, il me dit, ah, si je suis tiré au sort, tu me conseilles de prendre qui? Je lui dis, ah, écoute, prends Mansour. Je savais que c'était un bordel, mais je voulais pas être le seul à perdre contre lui. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, parce que j'étais fatigué, mais franchement, ça passe. Du coup, il a pris Mansour et s'est pris une trempe dans ce jeu. J'ai dû toucher 500 € en 12 combats. J'ai un môme de 12 ans, bon, il devait faire 95 kilos. Il m'a demandé s'il y aurait des andouillettes au goûter du club. Ok, il a pratiquement fait que de l'amateur, il a été pris au Brave. Combien de combats au Brave? 4, 5. 4, 5, UFC, boum. Moi, mon coach, c'était Julien Boussus et j'étais le coach de Julien Boussus. Donc c'était juste, lui, il se mettait une gueule d'eau avant de me coacher. Et puis il me disait, ah, c'est une tapette, tu vas le tuer. Puis moi, je lui disais à peu près la même chose. Je leur fais des tests pour savoir s'ils écoutent bien. Un jour, en coaching au MMA-GP, je lui ai crié, j'ai pissé dans ta gourde. Quand il est sorti du combat, je lui ai tendu. Il m'a dit, non, c'est mort. On est mon petit jeune à moi qui venait du judo, Bloom, il prenait une trempe. Je retournais dans le vestiaire, j'en prenais un autre, je prenais une trempe. Je me revois quitter la salle en fait, à regarder les gens dans les yeux, dans les tribunes, à attendre quelqu'un qui se foute de ma gueule, toi. J'étais à bout de nerfs. Encore qu'il y a des mains qui décrochent, je bouge là, je peux... These suckers when your wrist stay icy. On the dance floor, all the ladies like me. Make them fall in love and kiss the swag. Just to have my babies in a Fendi bag. No refund, you can keep the tag. Cause I'm a stunner, ain't no wonder why my folks be mad at me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Cause you know I get down with it. Let the rims keep on spinning. Home team, no L's, keep winning. Whoever wants smoke, I'm with it. Down for whatever, for the squad, no switching with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. She wanna ride with me. Bonjour et bienvenue sur Gong. Et pour ce podcast, j'ai le loisir d'accueillir Gaëtan Hurtel Salut Fred. et Michael Aljarouj. Salut Fred. Voilà, donc on a le big boss de la Old School Academy. Ouais, en personne. Voilà. J'ai mis un t-shirt XS pour annoncer la couleur directe. Et un de ses meilleurs combattants pro. Voilà, on va parler un peu de l'actualité de l'équipe, de l'actualité tout court, l'UFC, avec Nassourdine Imavov là, qui vient de faire un gros combat, son premier main event, et qui a perdu malheureusement. Ouais. Et il se passe pas mal de choses aussi dans le MMA en général. Le MMA français, européen. Il y a Francis Ngannou qui s'est barré de l'UFC. De l'UFC, ouais. Voilà, ça aussi c'est un gros coup de tonnerre. Il y a l'annonce de John Jones contre Cyril. Le 4 mars. Cyril Gane, ouais, 4 mars. Annonce. Il y a le PFL, donc une grosse organisation américaine qui arrive en France. En Europe. Ah, en France carrément. En France aussi, ouais, pour les demi-finales. Ouais. Ouais. Et en Europe, donc on va parler un peu de tout ça. Le Bellator qui revient, enfin bon, il y en a dans tous les sens. L'Ares aussi. Ares 11. L'Ares 11, ouais. Et donc déjà, on va parler de l'équipe, la Old School Academy, puisque c'est quand même ce qui vous anime. Enfin, c'est la Old School Academy. La rencontre déjà, c'est intéressant. Michael, toi, tu arrives en France. Tu arrives en France 13 février en 2013. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène en France déjà, toi? À cause de la guerre. Comme il y avait la guerre en Syrie, boum, on s'est barré avec mon petit frère. Je suis arrivé en France, comme je faisais le sport de combat, je voulais faire du MMA ici. Et je suis parti à Créteil au début. Et après, pas longtemps après, j'ai rencontré, c'était mon entraîneur de judo, c'est lui qui m'a amené à l'old school. Et depuis, je suis resté à l'old school depuis
2014-2015. Je n'étais pas régulier au début parce que comme c'était loin, Villecreine, Ouais. du coup je venais une fois par semaine. Et après, j'étais tout le temps à Villecreine. Après, tu as squatté. Voilà. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gaëtan. Alors, votre première rencontre, là, comment ça se passe? Est-ce que vous. Il m'a pris pour un con, croisais hein, un parce que je suis venu, je lui ai dit écoute, je vais aller à l'UFC. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans, 16 ans max. Ouais. Et non, il m'a déjà vu à un interclub à l'old school, Ouais, on avait fait un mais c'était interclub. vite fait. Il avait déboulé en treillis en rampant, il était encore dans le délire syrien. On lui a dit de se calmer, de mettre un short Venom. Mais ouais, on faisait des test matchs à l'époque, j'organisais des événements, j'invitais des clubs comme Haute Tension, Jean-Marie Mercier à l'époque, et on faisait des espèces de compètes non officielles. Il avait fait son premier combat à ce moment-là. C'est ça. Et Et t'as- après, je Ouais. suis je suis venu à l'old school et j'ai rencontré Gaëtan. Attends, ouais. T'as un souvenir clair, toi, de Michael à l'époque? Donc, Michael, justement, dans cette compétition que tu avais organisée? ou pas? Ouais. Déjà parce que mon pote Fred à l'époque était son premier prof. Il m'en avait parlé, donc forcément j'avais eu un œil attentif sur En bien lui. ou en mal? Ouais, si, en bien, hein, parce que lui c'était une petite structure de MMA et qui n'était pas en capacité de proposer un suivi aux gars qui voulaient progresser. Et du coup, lui, il a eu la bonne idée de nous envoyer Michael. Et donc j'avais, on va dire, c'est un jeune qui était généreux, qui avait envie d'en découdre, qui n'était pas structuré du tout, ça partait dans tous les sens, il envoyait des grandes pralines et puis il se voyait déjà sur le toit du monde. Mais c'était, ça faisait partie de son C'était personnage. pas un maître de Kung Fu à l'époque? Si, grand maître Shaolin. Ouais. Ouais, Il peut rester exact. 3 heures en méditation sur une poutre. Ouais. Bercé au manga. Mais non, rien de différent des autres à première vue, en dehors il avait déjà un gros cœur. Il avait vraiment envie de combattre. Ça sentait que c'était une tête dure. Et puis moi, après chaque cours, quand il est venu à la old school, j'avais qu'une envie, c'était de prendre ma douche et rentrer à la baraque. Il me parlait pendant 15 minutes, et qu'est-ce que je dois faire ici et ça. Donc bon, quand j'ai commencé à le faire casquer les heures sup, il a arrêté de me poser des questions. Mais non, grosse envie dès le début, ouais. Grosse envie. C'est un plaisir quand tu es entraîneur et que tu as des jeunes qui sont morts de faim comme ça. C'est aussi en partie grâce ou à cause, plutôt grâce à Michael, que j'ai décidé de mettre des choses en place, d'aider le développement de la Old School Academy. Parce que j'avais cette volonté de répondre à leurs exigences, à leurs rêves de succès. Et quand j'ai eu Michael, d'autres qui sont ajoutés après, maintenant on est la Old School qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, il a apporté sa pierre à l'édifice. Pour dire là actuellement, tu as combien de combattants pro et combien d'amateurs? En pro, j'ai 7-8 combattants. C'est pas tant que ça en fait. Par contre, j'ai. T'as un gros vivier d'amateurs. Ouais, hein, j'ai un c'est gros pas mal, vivier hein. d'amateurs et même des amateurs qui n'ont pas encore combattu dans le circuit officiel, mais qui font régulièrement des test matchs. J'ai au moins 20, en tout cas plus de 20 amateurs. Ouais. Et quand je dis amateurs, on parle de gars qui sont performants, qui combattent bien, parce que dans l'amateur, Oui, c'est pas l'amateur loisir qui Ouais, veut voilà. s'en tenir. qui veut juste se faire d'accord. kiffer, faire un Vraiment combat. Non, c'est un solide. mec qui est susceptible de passer pro, en tout Le cas s'il compétiteur, continue, le vrai compétiteur. Ouais. passer professionnel. Donc non, on a un gros groupe amateur. Et ça demande du temps. C'est pour ça, nous, on a un jeune club, la Old School. Il y a des gens encore qui n'en parlent pas beaucoup, qui ont une méconnaissance de la Old School, mais forcément, on est parti d'une page blanche, nous. Il a fallu tout créer. Déjà moi, à commencer par moi, parce que j'étais tout pourri. Je n'avais pas donné de cours, pour être objectif. Enfin, je savais donner des cours, mais j'étais prof de judo. Moi, j'ai un BE judo. Oui, au départ, la Old School, on est d'accord. Hein, c'est Club de judo. C'est toi Et Julien, et Julien Boussuge, donc Ouais. deux judokas c'est ça. qui veulent en fait dégommer, qui veulent se mettre au MMA, qui veulent dégommer des gens pour de bon. Ouais. C'est quoi au départ ce qui vous nous a motivait animés tous les deux? Ouais. Alors, moi, on n'a pas les mêmes. Julien, lui, il était dans la compétition, il faisait du jiu-jitsu fighting, donc il a assez naturellement, on va dire, il est parti avec son pote Gaël Grimaud à haute tension. C'est Gaël Grimaud qui a fait un petit appel d'air comme ça. Julien est venu à haute tension. Moi, j'avais rien à voir. J'étais en mode canette de 8-6, je fumais des clubs, j'avais décroché ma carrière de judo. ouais. J'étais.
Je Mais profitais t'étais en encore de vraie mes... forme, t'étais, Ah ouais, bah, je luttais dans les cages d'escalier comme un beauf avec mes potes. Voilà, c'était ça ma vie de sportif. Ouais. Et comme un vieux de 50 ans, je racontais mes histoires de judoka. Quand j'avais 15-16 ans, quoi, c'était nul. Ouais. Et Julien, un jour, il m'a tiré par la main, il m'a dit, écoute, viens, j'ai trouvé un sport, c'est de la balle. Tu peux faire des techniques de judo, mais tu peux aussi mettre de pieds et poings, un truc. Je connaissais pas, moi, très, très peu le MMA. Je suis parti à haute tension et j'ai kiffé direct. C'est en quelle année ça? C'était, ça doit faire une quinzaine d'années, je dirais, que je suis Jean-Marie Mercier, donc 2015, 2016. Ouais. Non, n'importe quoi, 2005, 2006. Oui, d'accord. Ouais. Donc nous, on arrive, on apprend un petit peu la boxe, on fait du PAO, on croit qu'on est super fort. On revient dans nos clubs de judo où on donne des cours de judo. Nos élèves qui nous croient aussi super forts, ils disent putain, il faut nous apprendre la boxe aussi. Donc nous, on faisait copier-coller des cours de Jean-Marie Mercier. Ouais. Donc, on avait acheté 2 pauvres paires de PAO et on faisait des cours de PAO, mais vraiment copier-coller, toi. Ouais. Et puis petit à petit, on a commencé à aller dans les salles de boxe anglaise, de kick, tourner. On a commencé à se familiariser avec cette discipline, le pied-point. Et puis on est devenu ce qu'on est devenu. Enfin, en tout cas, moi, le prof de MMA que je suis maintenant. Ouais. Avec ma manière d'enseigner, mes croyances, mes contenus pédagogiques. Voilà, je calque sur personne, mes séances sont les miennes. Et puis voilà. Et toi, donc, tu as eu une carrière de compétiteur. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu justement et pourquoi, comment ça a commencé et comment tu as arrêté? Tu as combattu qu'en Pancrace toi ou tu as combattu en MMA aussi? Non, les deux, un peu les deux. deux, Pancrace, ouais. J'ai commencé. Alors, le tout premier tournoi, c'était un tournoi organisé par Clément Marcoux. Tu dois connaître. FMC, ouais. Ouais, Clément Marcoux Fighting Championship, je crois. Ouais. Au début, c'était Julien qui devait le faire parce qu'il était, il était à haute tension. Moi, je venais tout juste d'arriver. Julien s'est blessé. Moi, j'avais peut-être 1 mois de pratique. Je crois que j'avais jamais mis un jab de ma vie. Ouais. Et Jean-Marie Mercier, il me voyait mettre des techniques de judo dans la salle à tout le monde. Il m'a dit, bon, écoute, si tu as envie de faire, tu fais. Donc, j'y suis allé. J'étais terrorisé. Quand je suis rentré dans le ring, j'avais l'impression d'être à poil devant un public, l'entrée fumée. C'était quelque chose qui était... que je connaissais pas. Moi, je venais du judo, ça n'avait rien à voir. Donc, un peu tétanisé par l'enjeu, j'avais affronté un combattant de la Snake Team, Omar Samb. Je perds. Je mets une dizaine de techniques de judo dans le combat et je finis par prendre une guillotine, un truc à la con. Et puis voilà. Et après, derrière, on a enchaîné. J'ai fait le contender. Ça, c'était chez Hatch. Et je gagne mes 2 premiers combats et je perds en finale contre Mansour Barnaoui. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule à l'époque, parce que j'avais perdu sur un môme de 18 ans. Ah oui, putain, t'es un branleur, etc., etc. Et puis qu'aujourd'hui, quand on voit le chemin qu'il a parcouru, et voilà quoi. Oui, pour rappeler, donc Mansour Barnaoui, aujourd'hui, il vient de re-signer, il vient de signer au Bellator. Il a fait un retour fracassant. Et c'était déjà un extraterrestre. En fait, c'est un mec qui te pompe ton énergie. Ouais. C'est un truc de dingue. Il faut l'avoir dans les mains pour le ressentir. Il est toujours en train de mettre la marche avant, il t'oblige à faire des choses, il m'obligeait à partir en lutte. Et, en plus, nous, à l'époque, c'était pesé le jour même. Ouais. Donc moi, je coupais pas mal de poids, format 3 combats dans la même soirée. Quand tu arrives en finale, t'es une serpillière. Donc ouais, c'était compliqué. Et la petite anecdote, c'est que Julien, qui gagne le contender l'année d'avant, après, le concept, c'était de mettre les 4 vainqueurs des derniers contenders, donc en 70 kg. Ouais. Donc, il y avait Yves Landu, Mansour Barnaoui, Mehdi Bagdad, Julien Boussuge, donc un sacré tournoi. Ouais. Et Julien, il me dit, si je suis tiré au sort, tu me conseilles de prendre qui? Je lui dis, écoute, prends Mansour. Je savais que c'était un bordel, mais je voulais pas être le seul à perdre contre lui. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais, parce que j'étais fatigué, mais franchement, ça passe. Du coup, il a pris Mansour, il s'est pris une trempe d'entrée de jeu. Allez, hop, cadeau empoisonné. C'était rigolo. Ouais. Mais du coup, non, j'ai fait MMA, Pancrace. Ouais, on allait à l'OFC, peut-être ça te parle, en Belgique. Oui. C'était Fight Club, c'était à l'arrache. T'arrivais là-bas, les mecs, ils étaient à 8 grammes de bière. Les spectateurs, c'était le carnaval. Mais c'était marrant. Et puis j'ai pris j'ai fait des combats, c'était rigolo. Même et à toi, HFC, non? T'as pas fait HFC? HFC avec Jean-Michel Foissard, déjà au début, ouais. Mais des gars qui sont peut-être méconnus aujourd'hui du public, mais des garçons comme Olivier Fontaine. J'avais pris j'avais affronté Damien Lapidus dans un combat qui était non référencé. Ouais. Alexandre Bordin, donc des mecs qui tournaient bien. J'ai quand même pris des gros profils à l'époque. Et ça avait donné quoi justement contre Damien? Comment tu l'avais trouvé? C'était le début de carrière, donc c'était un mec il n'était pas au niveau qu'il est aujourd'hui, clairement. Ouais.
Mais c'était Il était plus vachement marqué sol, hein, lui. Ouais, il était vachement marqué sol. Bah, il venait du 77, ouais. C'est une team où ils font beaucoup de sol, ouais. Ouais. Et c'était, d'ailleurs, je mets même la catégorie, je crois que c'était une catégorie, c'était un espèce de truc 78 kg, 500, hybride, 79 kg, ouais. hybride, ouais. Donc ouais, déjà bon niveau en lutte et au sol. Mais comme je venais aussi du judo, sport de préhension, bah, ça a donné un combat de grappe, hein, pratiquement. Donc il y avait assez, moi j'ai changé assez peu en pied-point. Hein. Je mettais un jab pour faire bluff et je partais dans les jambes. J'allais faire ce que. Et toi, c'est pareil, c'est con, mais nous, on n'avait pas de prof avec Julien. Il y a personne qui m'a jamais encouragé à le faire et à renforcer cette qualité-là, de faire du corps à corps, de la lutte. Ouais. Moi, je culpabilisais à ne pas boxer. Quand je sortais de mes combats, j'étais contrarié. Je me disais, putain, ça fait chier. Je change de sport, je passe du judo au MMA et je boxe pas. Et en fait, après, quand je vois des années après des profils comme Abdul ou les Khabib et compagnie, personne ne leur reproche de ne pas boxer. Et puis c'est des machines de guerre, les mecs. Moi, il aurait fallu qu'à l'époque, j'avais pas les mêmes prétentions que ces gens-là, évidemment, mais un prof qui me dise, écoute, tu sais pas boxer, laisse ça pour les autres, va là où tu t'exprimes le mieux. Ouais. Mais est-ce qu'à l'époque, on pouvait imaginer, tu vois, faire carrière? Parce que Michael disait justement qu'en arrivant, tout de suite, il disait je veux aller à l'UFC, je veux être champion. Enfin, tout de suite, t'imagines. Enfin, déjà, tu rêves à l'UFC parce que c'est devenu rêvable, imaginable, tu vois. Enfin, c'est concret. L'UFC est en France. De toute façon, il y a pas mal de Français là qui sont rentrés. Et il y a donc, on peut avoir des rêves de carrière. Mais à l'époque, ça avait un côté plus inaccessible. Est-ce que tu imaginais, toi, tu te voyais dans une carrière professionnelle? Non, jamais. Vraiment jamais. C'était vraiment le plaisir de combattre. L'adrénaline, c'était cool, les souvenirs que ça implique. C'est une aventure humaine. C'était, je sais pas, j'ai 8, 9, 10, 12 combats professionnels. J'ai dû toucher 500 € en 12 combats. Donc c'est pour te montrer que c'était pas, voilà, on courait pas après ça. Non, c'était. Et là, justement, la génération de Michael, quand ils sont arrivés au club, j'ai vu que eux, c'était une approche et une volonté. Ils avaient un plan de carrière, quoi, envie de faire de grandes choses, ouais, ce qui n'était pas mon cas à l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui a nécessité une organisation en interne, nous, parce qu'on a un club associatif, mais mettre des créneaux supplémentaires, avoir un encadrement plus professionnel, ce qui n'était pas notre cas à l'époque. Et comment. Est-ce que tu te débrouilles un peu tout seul dans le club, non? Comment tu arrives à dompter tous ces combattants, tu vois, tous ces crèves la dalle qui veulent. C'est difficile, non, à gérer tout ça. Le côté amateur, le côté professionnel aussi. Forcément, tu as de l'orgueil. Il gère tout, hein. Ouais. Même manager, tout. C'est lui qui Donc, est en contact avec tout le monde. Il ne fait pas que entraîneur, en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est chronophage, ça demande un temps de fou. Après, j'ai une difficulté quand même à déléguer, à m'entourer. J'ai essayé, Michael, il fait partie de ces gens en qui j'ai pleine confiance, qui m'a accompagné sur plein de courses. Ça fait 3-4 ans maintenant qu'il vient avec moi sur mes séances. Et du coup, aujourd'hui, il donne des cours aux plus jeunes du club. Et l'idée, c'est ça, c'est que la relève et les assistants que je pourrais avoir, idéalement, viennent de l'Old School Academy. Donc, mais c'est en train de se former, en fait. Ouais, Michael, il est très bon. Là, il a un groupe de petits, c'est pas évident, c'est quelque chose que moi, j'avais plus envie de faire. Il y a des jeunes de 7 et 9 ans, et quand je vois le résultat du travail qu'il met en place, c'est top. T'as fait longtemps, ça? Ouais, j'ai eu mon BE, mon brevet d'état, j'avais 19 ans. Et tu commences toujours par ça, quand tu commences à enseigner, on te file les trucs un peu chiants, toi, les baby judo, les trucs, t'as 25 mômes qu'on l'a morvonné. Le seul truc qui est bien, c'est arriver aux vacances, t'as des boîtes de chocolat, des cadeaux, c'est tout. Et ouais, petit à petit, tu dégraisses un peu, et puis Et à un moment, je m'étais dit, ok, je fais plus que les adultes, je veux plus faire de discipline, de m'occuper des petits, tout ça me gavait. J'ai fait que des adultes à la old school et après je me suis rendu compte que si on voulait performer, il fallait aussi faire commencer un peu plus jeune. Parce que t'avais quel âge toi quand t'es arrivé, 17 ans 16 ans. 16 ans, 17 ans, toi ça c'est pas trop tard mais ça fait tard pour commencer un travail avec un pratiquant. Ouais. Donc aujourd'hui on prend les gens à la old school, ils ont 7 ans. 6 ans, le plus petit qu'on avait pris c'était 6 ans. Et vous avez déjà un petit peu de recul, vous voyez déjà la progression sur quelques années justement de ces gamins
ou pas? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous voyez déjà des profils de tout petits comme ça? Est-ce que vous voyez qu'il y en a déjà qui ont quelques rêves? C'est dur de dire ça parce qu'un petit, il peut très bien être là, très 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 motivé à faire des choses vraiment très bien et tout, mais en grandissant, il va découvrir, c'était un garçon, les meufs, les meufs, les soirées. Dans l'ère du wokisme. Voilà. Si on n'a pas de ça on au club. Sait pas, voilà. On n'a pas de ça au club. Ouais, du coup, on ne sait pas s'il va vraiment rester sérieux ou il va avoir marre on ne sait pas. Mais d'après moi, bien sûr, il y a des petits où ils peuvent y aller loin s'ils continuent à être sérieux et disciplinés comme ils sont. On arrive par contre à identifier ceux qui iront vraiment pas loin. Ah mais ça c'est sûr et certain. Ceux qui iront nulle part. Ceux qui iront vraiment nulle part. Par contre, contre le mur. J'ai quand même une anecdote. Un jour, on fait des repas de fin d'année au mois de juin. Petit barbecue du club. Enfin, c'est un goûter de club. J'ai un môme de 12 ans. Bon, il devait faire 95 kilos. Il m'a demandé s'il y aurait des andouillettes au goûter du club. Tu te rappelles? Il dit entraîneur. Parce que les autres, ils voulaient des crêpes au Nutella, des gâteaux, des cookies. Il m'a demandé s'il y aurait des andouillettes. Et du coup, t'en as eu ou pas? L'année d'après, il a arrêté. Non, j'ai pas fait d'andouillettes. Ah, oui, il s'est barré. Du coup, il s'est barré. Ça l'a pas plu, non. Il est bouché, maintenant il a ouvert une boucherie. Il était bon. Ouais, t'as des motivations plus ou moins diverses, quoi, en fait. Ouais. Mais t'arrives, t'as des mômes qui sortent du lot, qui ont une bonne motricité, tu sens qu'il y en a, pas comme dit Michael. Est-ce que c'est les plus doués qui perdurent justement, parce que tu vois, le don parfois c'est là aussi c'est un cadeau empoisonné. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et moi, mon entourage, je dirais non. C'est ce que j'ai au club. C'est pas, d'une manière très générale. Je fais pas du cas par cas, mais non, c'est pas c'est pas ceux sur qui tu arrives dans une salle, tu ouvres là-dessus, qui viennent de commencer, ceux sur qui tu mises. Par contre, c'est des besogneux, c'est des travailleurs. Et nous, c'est plutôt on est plutôt un groupe de cette nature. Des mecs qui ont la dalle. Et est-ce que il y a un de tes combattants aujourd'hui, t'aurais pas misé un cachou sur lui et aujourd'hui il performe ou t'as ce profil-là? Je l'ai, mais alors c'est pas pour je l'ai, mais sur Alphon par exemple, Alphon Rochet, il vient du judo lui, jiu-jitsu. On savait que c'est un sport dans lequel il aurait du mal à s'exprimer à haut niveau, qu'il ne ferait pas de haut niveau, parce que le judo c'est un sport où il faut être dur physiquement, il faut être rugueux, ça demande des qualités physiques, athlétiques qu'Alphon n'a pas forcément, mais à contrario, parce que c'est Julien au début qui était son prof de judo très jeune, et je disais à Julien, je suis convaincu que ce même Alphon, avec ses caractéristiques à lui, dans le MMA, il va pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui se produit, c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, il est à 9-2, il fonctionne bien, il a un très gros niveau. Donc, si tu veux, Alphon, c'est un jeune sur qui, très jeune, on n'aurait pas forcément misé au départ, mais qui est en train de prouver le contraire. Mais on avait quand même identifié que dans le MMA, c'est un sport dans lequel il pourrait s'exprimer. D'accord. Après, j'ai pas d'autres exemples en tête. Mais c'est intéressant parce que là, on aurait tendance à croire que c'est les mecs qui sont justement trop rugueux ou trop dur pour le judo, ou tu vois, tu as aussi ce profil-là, des mecs qui ont du mal à se contrôler, tu vois, dans le judo, qui sont trop sanguins ou qui vont pas aimer jouer avec certains règlements ou certains trucs comme ça, tu vois, donc qui pourront s'exprimer plus librement dans la cage. Dans le MMA. Dans le MMA, ouais. Et là, en tout cas, le profil d'Alphon, c'est vrai, c'est intéressant, ouais. Mais après, non, j'ai aucun d'entre eux qui est arrivé qui était vraiment une merguez, on va dire, et qui un jour je me suis réveillé, waouh. Ça n'a pas fait de l'or avec une bouse au départ. Non, on voit ils arrivent. Non. Et comment tu décrirais, parce que je suis allé plusieurs fois là-bas, mais on voit que le club, tu as un aspect vraiment familial, convivial et tout. Tu vois que c'est pas du cirque, il y en a pas mal qui se donnent cette image. Je pense que de tous les clubs que j'ai vus, je pense que c'est un club où tu as une ambiance, quoi, naturelle en fait. Personne ne se prend la tête. En tout cas, c'est cette image. Peut-être que quand j'arrive et tout, la mise en scène se met en place, tu vois. On est tous potes.
on oublie toutes les histoires. Et T'asseoir à côté de moi, gros coup. Et, Non, je sais pas, je- et même Ouais, déjà à on l'époque, a- même déjà à l'époque où, tu vois, même déjà il y a, je sais plus, les premières fois que je suis passé, c'était il y a 10 ans, je Ouais. pense. Hein. Ouais, facile, ouais. Ah ouais. Et déjà, tu avais ça, tu avais cette. Bah, Cette après, bah, tout revient à Gaëtan, hein, et Ouais. c'est pour ça, c'est une de Ouais. ses raisons. Il a dit que, en fait, il réfléchit pour plus tard. Il a envie de garder cette ambiance dans le club et tout, et c'est pour ça, bah, par exemple, j'y vais avec lui au cours et tout, pour justement pour plus tard, je serai. Sans me comparer à Gaëtan, bien sûr, bah, à sa place, c'est moi qui va gérer les combattants et tout, et créer à nouveau cette ambiance de famille. Et au club, bah, il a ramené ça et c'est resté. On est tous potes entre nous. Après, on ne se voit pas tous les jours, genre à sortir en dehors du club et tout. Mais c'est une bonne ambiance. Tout le monde rigole avec tout le monde taille tout le monde. C'est la base à l'old school. Donc, Ouais. c'est ce que tu vois quand tu vois, c'est pas mise en scène ou ah, vas-y, on va faire ça semblant. Non, c'est real. Toutes les organisations ne veulent pas venir en France pour rien. En fait, il y a bien quelque chose, il y a bien. Donc le public va venir parce que je pense qu'il y a les combattants et je ne sais pas s'il y a un. Je pense aussi qu'il y a un trou à prendre parce que en France, le pied-point c'est mort. La boxe anglaise est en train, je pense, de vivre ces derniers Tout jours. le monde sort, tout le monde sort à l'extérieur. Tu vois que tous les mecs du pied-point, ils veulent se mettre au MMA. C'est vrai. Donc il y a un vrai, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire là. Toi, tu le ressens comment, même si c'est un peu hésitant encore. Tu vois, les organisations françaises, ne savent pas forcément tout où elles vont. Ça tâtonne quand même pas mal. Ouais, c'est compliqué. Je suis pas voyant, mais c'est vrai que moi, les organisations françaises, entre le MMAGP, Ares, Hexagone, on a du mal à identifier les objectifs de chaque orga, de se projeter, savoir ce qu'elles deviendront dans 2, 3, 4 ans. Je t'avoue que c'est pas évident. Par contre, ce qu'on voit, ouais, c'est qu'on a, on a eu l'arrivée de l'UFC, Bellator, là il y a le Brave, si je dis pas de bêtises, qui va arriver en mai. en mai. On parlait du PFL tout à l'heure, c'est au mois d'avril, les demi-finales. Avril-mai aussi. Non, en septembre, les demi-finales septembre. en France. Demi-finale en J'en septembre, profitais ouais. d'ailleurs pour donner les dates justement. Donc le PFL Europe, enfin le PFL débarque en Europe. Ils appellent ça le PFL Europe, hein, on peut aller voir sur le site. Hein. Je Donc, l'ai vu PFL ce matin carrément sur Twitter. moi. Ah ouais, t'as vu. Ouais. Donc c'est Professional Fighters League, PFL, et la première date c'est le 25 mars à Newcastle, donc en Angleterre. La deuxième date c'est le 8 juillet à Berlin. Ouais. Et la troisième, donc c'est les demi-finales, ce qu'ils appellent les playoffs, hein, et c'est au Zénith de Paris. Et c'est 3 catégories. Et alors ouais, ils vont faire 3 catégories, 2 chez les hommes, 1 chez les femmes. Et à savoir que le PFL n'a pas de 84 kilos par exemple. Et la finale, donc c'est le 8 décembre à Dublin, en Irlande. Le PFL a certaines particularités. Déjà, il n'y a pas de coup de coude. Ouais. Ah, ça, je savais pas par contre. Ouais, il n'y a Ouais, pas les pas de coup de coudes coude. à aucun moment, y compris la finale. La finale de leur tournoi sacre le champion. Leur tournoi aussi a cette particularité, contrairement au tournoi du Bellator, qui est un tournoi à élimination directe. Ouais. C'est-à-dire tu perds, tu sors. Là, ils font les deux premières phases, il y a un comptage de points. Système de Ouais, points, c'est vrai. La ouais. victoire, c'est 3 points. Et après, si tu gagnes, si tu arrêtes le combat au premier round, tu prends 3 points. 3 de 2 plus. points, 1 point, ouais. Sinon, Ouais, 2 points, 1 deux point, et etc. un. Donc en gros, si tu gagnes et tu finis le mec au premier round, tu prends 6 points. Mm. En gros, c'est ça. Ah, le PFL qui commence à. Enfin, ça fait parler de plus en plus, hein, avec l'arrivée de. C'est le frère Paul, là, Jacques Alors Paul, oui, Jake c'est ça. Paul. Ouais. Tu as deux éléments qui font Et le buzz. peut-être l'arrivée Peut-être aussi de Ngannou. Francis Ngannou, ouais, Ouais, parce ça que ça serait- parlait depuis. Et... C'est ça, ouais. Ouais, eux, c'est 50%, je crois, qu'ils reversent sur les pay Ouais, Alors c'est le ça. projet de Jack Paul, il Ça, arrive. c'est Jake Paul qui a. Jack Paul, il arrive au PFL avec un projet de faire donc des pay-per-view et des super fights avec sa personne, bien sûr, et de donner 50% des revenus de ces super fights en pay-per-view C'est le Christophe au Martinez combattant, du MMA. au dernier UFC là. Et ils ont annoncé que donc ils ne re-signaient pas Francis Ngannou, c'est-à-dire le champion en titre de la catégorie des lourds.
ce qui est une grande première. C'est-à-dire que l'UFC n'a jamais laissé partir un champion ouais. ultra dominant de cette nature-là qui était en train de devenir une superstar. Exact. Ouais. Donc il le laisse partir. Ça fait 2 ans qu'ils étaient en négociation pour re-signer un contrat. Ils ont fait poireauter aussi, ils l'ont fait poireauter pas mal. Francis, clairement, ils ont tout fait pour le brider. Et l'UFC est coutumier du fait. Ils avaient déjà fait ça avec Randy Couture, entre autres. Tu avais une grosse histoire. Qui voulait combattre contre Fedor et Emelianenko. Ouais, c'est ça, ils lui ont dit non, tu ne combats pas Fedor. Déjà, tu combats Brock Lesnar. Combat qui s'est jamais fait. Ce qui était un gros guet-apens. Et après, genre, tu combattras Fedor. Non seulement ça ne s'est pas fait, le combat contre Fedor qui tenait vraiment à cœur, Couture vraiment tenait absolument à le faire. Et ils ont même mis des bâtons dans les roues après à Couture. Ils ne voulaient pas le lâcher justement. Ils l'ont gardé. Il a perdu un procès contre eux. Enfin bon, c'était une grosse histoire. Ouais. Je n'étais pas né encore à cette époque. Et pour pareil finir, que Hunt aussi, il a perdu. Mark Hunt aussi, pareil, il s'est fait crucifier 800 000. sur le procès. Il a payé 800 000 $. C'est fou. Donc Couture, dans sa biographie, explique bien qu'il a dû lâcher le morceau à un moment. Ça coûtait trop cher. L'UFC avec son armada d'avocats. Est-ce que l'UFC s'est pas permis de remercier gentiment Francis Ngannou, sachant qu'il y a l'arrivée de John Jones? Si, je pense. Toi, que c'est leur. Alors, juste pour finir sur l'histoire, c'est pas anodin que Francis Ngannou s'entraîne à la Team Couture. Team Couture, ouais. Voilà. Donc Couture, à mon avis, lui a donné quelques clés justement, sachant l'expérience qu'il avait eue avec l'UFC et pour pas s'en tenir aux promesses ou aux petits alinéas qui sont dans le contrat, sachant que. Il était mis en garde. Ouais, voilà. Je pense que ça a vachement joué et donc oui, ça c'est intéressant parce qu'il y a John Jones qui arrive. C'est un peu la passe d'armes, ouais. Juste le retour de John Jones en soi, c'est déjà, je trouve que moi c'est à titre personnel, je trouve que c'est une super nouvelle. Il fait partie des GOAT de la discipline. Après, il y a c'est le seul GOAT toujours actif à l'heure Actif actuelle. à C'est le seul mec depuis, combattant culte comme ça qui a tout matraqué. Ouais. Pour dire, John Jones, il a défoncé tout le monde en moins de 93 kilos. Ouais, il a fait du sale. Sauf vers la fin où on voyait il était démotivé, ça tournait. Il a fait 10 défenses de titre. Oui, c'est ça. Record donc des défenses de titre tout compris, toutes catégories comprises. Non, c'est Demetrius Johnson. Il a 13, je pense. Demetrius Johnson. Demetrius Johnson. Ah, ouais. Oui, je crois que tu as raison en plus. Ouais, c'est peut-être le vrai GOAT. Oui, qui s'est lui aussi barré de l'UFC d'ailleurs. Ouais, il s'est barré, il est parti au One et maintenant il est le champion de One. Ouais, c'est ça. Il est champion de Grand Prix de One. Il a perdu et après il a perdu son title shot contre le Brésilien. Le rematch. Un coup de genou au sol ou à moitié, c'est ça. Exact. Donc, lui, après, il a gagné. Nombre de défenses de titre, machine de guerre. Les adversaires qu'il a pris, que des machines de guerre. Oui, en plus, et plusieurs fois. Jamais de problème de dopage, de rien. Il n'a jamais été suspecté. Clean. Il coche quand même toutes les cases. Et puis techniquement, il s'est boxé, il luttait seul. Il a incroyable. Explosivité, un combattant de dingue. Vous pouvez suivre au One d'ailleurs maintenant, il combat au One. Et c'est lui, je crois, qui doit faire le match vedette là, du premier gala aux États-Unis du One Championship. Après Jones, lui, la seule, c'est la part d'inconnu, c'est comment il a mis à profit ces 3 années de. Je crois que son dernier combat, il remonte à plus de 3 ans contre Dominique Reyes, qui était une victoire poussive. Juste partagée. Avant, non, c'était contre Thiago Santos qu'il avait gagné à la décision partagée. Ah oui, c'est vrai, Reyes, c'est vrai. Et avant, il avait pris Anthony Smith, je crois. Ça fait 3 combats à la décision et puis ça. Et Anthony Smith, il était à ça de se faire disqualifier. Je me rappelle plus. Il a le coup de genou au sol. Peut-être, je me rappelle plus. Ouais, et après, ça truc est coup de genou. Ouais, je pense. C'est vrai que sa carrière, elle s'enlisait, Jones en 93. Donc le fait qu'il passe en lourd, c'est pas très étonnant. Ouais, il y a de la curiosité, on va voir dans quel état de forme il va arriver, même physiquement et tout, voir la transformation. Je suis curieux de voir à quoi. Après, j'ai du mal à imaginer un combattant de cette trempe, parce que c'est une légende, lui, clairement, revenir pas dans les meilleures conditions. Je pense qu'il va faire tout ce qu'il faut pour arriver. C'est un petit peu frustrant parce que du coup, il prend un Français, Cyril Gane, et j'en suis presque à être pour John Jones. D'accord, ouais. Tu vois, c'est dommage. C'est à la fois super pour le MMA français, et puis d'un autre côté, c'est comme si on avait affronté un combattant français quand il avait pris Georges Saint-Pierre. Toi, j'aurais été pour Georges Saint-Pierre. Toi, c'est des mecs. Mais c'est vrai que et ça, c'est je pense une des particularités peut-être des sports de combat. Enfin, je trouve que le patriotisme déplacé
en sport de combat, Il y ou a même pas des trop, sports ouais. d'opposition, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Je peux comprendre encore pour des histoires d'équipe et Ouais, tout, mais ouais, et ouais. encore, franchement, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui délivre le meilleur jeu. Ou c'est pas parce que t'es plus pour un combattant ou tu apprécies plus son style, donc t'aimerais le voir gagner, que t'es contre l'autre nécessairement en plus. Mm. Bah, C'est- le foot, moi j'aime Tu pas veux- le foot. Ouais, Tu vois, je ouais. supporte pas le foot, donc du coup j'en viens Bien. à être un peu patriotique parce que je veux qu'il y ait la teuf, que ça fasse barbecue, picole après. Je suis Oui. pour la France. Mm. Je m'interroge pas sur Oui, le. oui, mais voilà. Ouais. Je suis pas en capacité d'apprécier un match de foot. Ouais, ouais. Par contre, c'est vrai que pour le MMA, je peux être. J'adore Kamaru Usman. Toi, j'étais déçu de sa dernière défaite contre Edwards. Et puis là, pour le coup, au retour de John Jones, pour perpétuer, pour maintenir tout ce qu'il a fait par avant, toi, j'ai envie qu'il gagne ce combat. Ouais. Donc, Pour sa bon, legacy. ouais. Ouais, le legacy et tout, c'est vrai. Donc, Il faut que je avec ce terme. Et c'est aussi un truc qui me peine un peu sur le départ d'Ngannou, en plus de ne pas avoir pu trouver un terrain d'entente financièrement avec l'UFC, c'est qu'il y a quand même des combats qui auraient pu être magnifiques. Ça. Pourtant, Dana, ce qu'il a dit hier, C'est- durant le. ouais. Bah, si, La c'était conférence de presse. avant-hier, Ouais. la conférence de presse. Il a dit qu'on lui a proposé un contrat qu'on n'a jamais proposé à n'importe qui de toute l'histoire de l'UFC. Au poids lourd. Il a bien ouais. précisé le gros C'était malin. Brock Lesnar, je crois, le poids lourd c'était Ne- ouais, poids lourd. Ok. Au poids lourd, il n'a pas précisé parce que sinon, un McGregor Bah oui. t'en as- Ah oui, Moi, c'est au vrai. moins, tu es sûr que McGregor et Ronda Rousey ont pris plus. Mm. Donc, il y a de la mauvaise foi là-dedans, à la Dana White. Hein, après, c'est un businessman, donc on ne va pas lui demander de nous sortir toutes les cartes, enfin de jouer avec les cartes sur la table. Et tu vois déjà qu'il y a il porte discrédit à Francis Ngannou. Enfin, il le fait un peu trop souvent, à mon avis, il a fait pas mal de sorties là où il se permet d'incendier les combattants. Je trouve que c'est quand même abusé. Il a ses petites têtes, ouais, il a ses Ouais. chouchous, les Paddy Pimblett, les O'Malley. Il essaie de renouveler un peu, de faire Ouais, monter les le mecs. Et à roster, contrario, il ouais. n'est pas toujours très cool. Il y a trop avec, de marketing d'un côté Ouais, ouais, ouais. et de l'autre côté, ça porte en fait quand il dit que Ngannou va chercher une moindre concurrence ailleurs, plus d'argent et moins de concurrence et moins de compétition, il n'a pas totalement faux. C'est Non, vrai poids a lourd, pas ça va être tort dur de là-dessus, lui. Ouais, ça va ouais. être dur de lui. ouais, là, moi j'ai regardé un petit peu, je vois pas. À part, il y avait. Mais PFL, t'as dit qu'il n'y a pas de lourd. Je pense qu'il y a, non? Ah non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lourd. Ah, Non, si, il y a les poids lourds au PFL. ah ok. Mais je crois qu'ils sont Ah, pas, j'ai mal ils compris, sont pas alors. dingues. Non, non, non. Bah, tu regardes, c'est vrai que en plus c'est difficile à partir du moment où l'UFC a trusté comme ça certaines catégories et dès qu'il y a un mec qui sort du lot ou qui a battu un ancien de l'UFC ou un mec qui était prêt d'aller à l'UFC et tout, qu'ils avaient déjà repéré, pof, il l'aspire. C'est compliqué, tu vois, de pouvoir comparer. Moi, la seule catégorie a priori que j'ai vue, j'ai pas examiné précisément, mais je sais que par exemple, j'ai noté qu'au One, il y avait chez les lourds, il y a entre le Ruskov, là, Anatoly Malikin Mm. et certains. Et tu as un ou deux Brésiliens, dont un grand champion de JJB grappling, qui est invaincu pour l'instant. Malikin, c'est pareil, il est invaincu et il a déboîté quelques bouches. Là, effectivement, tu aurais quelques. Quelques noms à lui mettre en Ouais, face. ouais, quelques noms, mais ils vont pas faire Exact, un croisement. Après, ouais. est-ce qu'il va aller au PFL? Est-ce qu'il va s'orienter plutôt vers des combats comme la boxe anglaise qui peuvent être ultra méga lucratifs? C'était son Ouais, il y a rêve aussi, dès le début, lui. Ouais, on Là, il y a verra ce même que- le Bare Knuckle Fight qui rentre en négociation pour Ouais. ramener Ngannou aussi. Ah, Mais d'accord. Je sais pas si ça sera intéressant pour lui, à part de l'argent. Pour Ngannou, Ouais. sans Putain, nom, déjà elle est avec des Sangan. 4 onces. Bah alors Ouais. sans. Ouais. Ah Je sais pas si enfin, ça l'intéresse. si l'adversaire il a le droit de garder un casque de moto, ça va. Ouais. Mais Ngannou sans gants, ouais, elle est dure. Et ouais, donc bah, je pense que quand même il n'y a que l'embarras du choix. Après, maintenant, ça va être. Dans tous les cas, ce qui s'est produit, là, c'était pour moi une situation lose-lose pour l'UFC. Parce que Ouais, carrément. soit ils perdaient le bras de fer contre Ngannou, ils leur signaient et ils acceptaient des Ils ont envoyé conditions. un message. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, c'était après la porte ouverte pour les autres combattants, pour Bah renégocier. Et soit ils laissent partir le champion et ils perdent une partie de prestige. Enfin, là, le vrai champion, il est dehors, en gros, dans la nature. Et du coup, quoi qu'il arrive, en plus, il a abattu tout le monde dans la KT.
Donc, quel que soit le Puis champion les de la grands catégorie, perdants, c'est sauf les nouveaux. les fans de MMA, c'est les gens qui les Ouais, puristes exact. comme ça. Toi, c'est Je moi. voulais voir John Jones, Ouais, une Ngannou. KT poids lourd avec des jeunes comme Aspinal qui arrive, Blade, John Jones, une revanche contre Cyril Gane, Ngannou. Enfin, il y avait, pour une fois dans cette catégorie qui n'est pas la plus attractive, il y avait matière à faire des belles oppositions. Comme il y a un Ruskov qui est dur aussi, là, qui vient de taper. Sergei, vois je ça, sais là. pas quoi là. Ouais, il fait peur aussi. Lui, Oui. toi, il y avait vraiment il y avait matière à faire Absolument des donner beaux son duels, nom. Oui, lui, c'est Ça. avoir un beau top 10 chez Pavlovich, les lourds. c'est ça. Ouais, c'est ça. Pavlovich, il s'appelait comment son prénom? Sergei, c'est ça. Sergei, Sergei ouais. Pavlovich. Pavlovich. Ouais, lui aussi, c'est un C'est- tueur ouais, nucléaire. Trop, c'est Curtis Tueur. Blade qui arrive à la maturité avec C'est son ça. anglaise. Ouais. T'as Et puis des lourds avec de la polyvalence. Que ce soit Miocic, John tu Jones, peux toujours donner des choses. Aspinal, Blade, Miocic, Miocic, qui savent ouais. lutter, boxer, ça c'est Ouais. pratiquement du jamais vu dans cette Ouais, catégorie. ouais. Non, c'est vrai que la KT, là, elle a de la gueule. Ouais. Ouais, ouais. Spivak, je pense qu'il est pas mal aussi. Ouais. Ouais. Avant, Et, on avait des mecs lents, des gros frappeurs en anglaise. Petit à petit, ils sont en train de laisser place Ouais. à des profils plus modernes. Mais je trouve que c'est aussi vrai même dans des plus petites catégories en lightweight, en 70. Des profils comme Poirier, qui est excellent, hein, qui est très fort, Gaïdj, etc., mais qui était vachement porté sur le striking. Aujourd'hui, on voit les Tsarukian, les Gamrot, les Dariush. Je trouve que le La MMA, lutte il y a des seule. catégories où vraiment les mecs qui sont ultra polyvalents, ils savent tout faire. Moi, je trouve ça dingue. Et on a presque ça chez les poids lourds. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai que. Tant pis. Donc là, c'est. Alors, le combat, pour revenir là-dessus, ouais, le combat Cyril Gane contre John Jones. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Jones revenir en méforme, revenir quasiment pour rien. Et est-ce que pour lui, c'est un bon combat? Directement, il lui donne la ceinture. Pour moi, il est légitime. Moi, je hein. dirais, C'est ouais, justifié, pareil. je pense que Bah c'est oui, justifié, hein, on il est n'y a d'accord pas là-dessus. à poser des questions Ouais. parce que ce qu'il a fait. Voilà, il prend. Après, moi, j'interroge vraiment stylistiquement parlant, Cyril Gane, il a un niveau pied-point qui est extraordinaire. Il a un footwork, il a des déplacements qui sont ouf. John Jones, il est quand même beaucoup plus statique. C'est un mec qui est moins mobile que Cyril Gane. Il a une polyvalence les deux, une polyvalence de coups, des coups, des genoux, des pieds-points. C'est vachement varié comme travail. Ce que je donnerais comme avantage à Cyril Gane, c'est que c'est un vrai poids lourd. Donc il n'y aura pas cette interrogation sur son toit. C'est un mec il est athlétique, il doit peser 115 kilos, je crois, Cyril Gane. Est-ce que Maintenant, John Jones, il va pouvoir se rapprocher de ce poids-là, mais de manière bénéfique, on va dire. Toi, c'est l'interrogation que j'ai. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans le genre, pour comparer, en prise de masse, je crois que Cyril, il était à 100 kilos à peu près, voire même un petit peu moins quand il combattait en boxe thaï. D'accord. Ouais, Ouais, c'est donc vrai. il a- Donc aussi il a grosse pris de la prise de masse, masse, ouais. tu vois. Et je pense qu'à ce poids-là, il était, tu vois, il était à peine. Jones, quand il combattait en 93, je pense qu'il était. C'est marrant les différences morphologiques. ouais, il devait faire au moins peut-être 105 kilos. Ouais, c'est ça, parce que Il était Jones, il est déjà plus lourd fin, mais un et- peu plus grand. Après, Encore John Jones, là. il prenait quand même des mecs qui étaient plus petits que lui. Il a une capacité à garder les mecs à distance, à travailler à longue Il est distance. grand. etc. Il a commencé grand. mais Il a cet commencé à avoir du mal. avantage-là- Le seul grand quand qu'il il a a pris pris, des c'était grands. Reis. Et cet avantage-là de taille, il l'aura plus face Ouais. à Cyril Gane. Ce dont on est sûr, c'est que John Jones, il a une lutte de malade. Mm. On l'a vu sur des Ça très va. bons lutteurs Même comme sol, Cormier hein. et autres, même son travail au sol. C'est vraiment un combattant MMA. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrasé tout le monde par le passé. C'est un Ouais. mec qui était déjà dans le. Moi, ce qui Dans me le fait futur. peur, ouais. Et Cyril Gane, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'il a semblé maîtriser sur ses derniers combats, la lutte. Alors, dans quelle mesure le MMA Factory et son coach Fernando Lopez vont être capables de le faire progresser et dans un laps de temps si court, Voilà. parce que ça arrive vite, c'est en mars. Ça me J'ai semble cru court, très comprendre court, qu'il avait une pour blessure à la préparer main le en combat, plus. physiquement, mentalement, etc. Ouais. Et en plus pour ajuster techniquement Surtout le Jones, tir. je pense qu'il a attendu toutes ces années, c'est pas pour rien. Il était en train de préparer parce que là, physiquement, il est rien à voir avec avant. Je pense même que Jones s'entraînait déjà pour Cyril. En vue de ce combat-là, ouais. Ouais, parce que c'est simple, il préparait 2 combats, je pense. Il préparait Ngannou, Ngannou ouais. et il savait très bien de toute façon parce que c'est l'homme de l'UFC. Donc l'UFC le tenait au courant Bien sûr. de chaque chose et de la négociation, je pense en tout cas C'est pour avec, se préparer. avec Donc Ngannou, dès le ouais. départ, lui, l'option Cyril Gane était à mon avis plus évidente là Ouais. depuis quand même pas mal de temps. Ça. Après, est-ce que là, parce qu'en fait là, il s'entraînait plus avec le Jackson Wing.
Ouais. Et ils l'ont dit tant que tu règles pas tes problèmes d'addiction, violence et tout, tu reviens pas au club. Ah, Donc je sais pas si ça joue encore. ça c'est intéressant justement. Ouais, Le Jones, parce que Jones a eu pas mal de problèmes de déboire ouais. avec certains excès. Il est tombé pour dopage Oui, il me semble, hein. bien Il sûr. est tombé pour dopage. Coke. Il est tombé pour coke. dans le civil, enfin, il a eu pas mal de Violence. problèmes. Ouais. Ouais. Il a fait son Oh, mini Tyson. C'est un épicurien. Oui, On ne le épicurien juge pas. épique. Ouais. Non. Et- Non, mais c'est vrai, à ces niveaux Ah ouais, c'est un mec qui aime la de vie. vie. Après, on ne sait pas si tout ça, ça va jouer, mais je pense qu'un athlète comme Jones, il ne fera pas un retour sans qu'il soit vraiment sûr là-dessus. Parce que c'est quand même un vrai athlète. Et pour s'habituer à son poids, les stratégies, je pense qu'il a tout mis en place pour justement, il sera à 100% le jour J. Hein. C'est vrai qu'on l'a jamais vu. On l'a toujours vu prêt, même si, à mon avis, il avait moins de motivation à s'entraîner. Ouais, c'était un ce peu genre de choses. poussif ces derniers combats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça doit rester en pied-point, Cyril Gane, il a quand même des sacrés atouts à faire valoir. Il a un pied-point extraordinaire, à mon sens. Hein. D'autant que, Maintenant, il va falloir qu'il ait une grosse défense de lutte pour. alors, Mais- pour moi, le plus gros déficit de Jones, c'était le punch. Ouais, Ouais, c'est un il avait puncher. pas. Mais lui, c'est à l'usure. Il a ses coudes. Et- En fait, Et ce qu'on Jones, demande il le a- plus, oui. c'est Et un après, il y a les sniper coudes. avec Après, ses il a coudes. une polyvalence. Enfin, debout, moi, je trouve, par contre, c'est super intéressant. Debout, le combat peut être Ah, l'opposition est magnifique. magnifique. Ouais. Ouais. Après, maintenant, je pense que à la lumière, tu vois, du dernier combat de Cyril, on voit que s'il se pose, il peut. Lui, par contre, il a de la puissance, il a du punch. Ouais, en fait. bien sûr, Il a du punch, mais jusqu'à maintenant, il ne l'a pas montré. Parce qu'il se déplaçait trop, justement, pour éviter les lutteurs. Bah, il l'a Ça- montré justement sur Tai Tuivasa. À un moment, Ah. tu sens qu'il est passé. Ouais. Il était dans son côté boxe, beau gosse, très technique. Et à un moment, Là, il a montré un une peu autre, comme une Deschamps, autre ouais. facette de lui. Ouais. Mm. Il est parti un peu plus à la guerre C'est quand ça. il a été touché. Et Après son knockdown, il Ouais. se relève et là, bam, il se plante et il et là, envoie. boxe, Et là, boxe dur. Ouais. et là, il couche. Donc là, tu vois qu'il peut coucher les gens. Jones n'a jamais fait la démonstration de ça. Mm, mm. C'est juste tout simplement, il l'a pas. Hein, Il n'a pas. Je le pense que knockout même en power. passant au lourd, je pense que c'est ça aussi quelque part. De ce côté-là, il doit peut-être avoir, tu vois, Petite un appréhension. complexe ou tu vois, une frustration. Ah, tu penses qu'il a voulu donner du volume à son Ouais. à son jeu, à son physique Pas. pour Je pense que ça aller joue. chercher le chaos. Je Ouais. pense pas. C'est Non, juste pour que ça soit et qu'il soit. Il le sait, il le sait, mais il a plein de trucs pour justement remplacer son knockout power. J'ai jamais vu quelqu'un qui cassait directement la distance avec John Jones, surtout avec ses stop kicks. Alors, En tout cas, je ferais comme Jamel Debbouze à la Coupe du Monde de football. J'ai mis Ouais, un tu mettras t-shirt de les- foot France-Maroc. France-Maroc. Enfin, je ferais Cyril Gane et John Jones. Je fais le faucheton. Mais ce qui me ferait plaisir, moi, c'est de voir Cyril arriver justement. C'est le nouveau Cyril depuis Tuivasa, tu vois, et pas qui cherche pas à tourner autour de Jones parce qu'à mon avis, il pourra pas gagner comme ça parce que Jones, il Non. va essayer. S'il n'arrive pas à mettre la main dessus en frappe, il va le faire en lutte. S'il était capable de balancer des mecs comme Cormier et autres, Ouais. c'est que Et c'est qu'il est outillé pour Ouais. balancer et n'importe quoi. sachant qu'il s'est fait pas balancer lui. Hein. Tu me disais tout à l'heure, en off, que tu allais te consacrer à plein temps maintenant au club. Donc là, on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont en train de se professionnaliser parce que si toi, tu prends cette décision, je pense aussi que c'est le cas pour d'autres, tu vois, d'autres entraîneurs ou d'autres structures. C'est vraiment en train de se structurer sévèrement. Dis-moi, toi, déjà, comment tu veux t'impliquer plus sur la scène? Moi, je suis un gars j'ai toujours beaucoup travaillé. Je travaille à temps plein dans une collectivité territoriale. Je suis responsable d'un service des sports. Et en complément, je donne la quasi-totalité des cours à la Old School Academy, en dehors des cours enfants dont on parlait tout à l'heure avec Michael. Ça veut dire que sur les cours du midi, il y a une proximité entre mon club et mon employeur principal. Donc je prends ma bagnole, je fonce, je donne le cours le midi, je repars bosser à la mairie. Donc ça veut dire que et je fais la même chose le soir. Je termine mes horaires, je repars à la old school, je redonne. Donc si tu veux, j'ai toujours l'esprit un petit peu comme ça qui vague entre plusieurs activités. Ouais. Ça demande de l'énergie. C'est même intellectuellement, c'est fatigant. Les préparations de séance,
Ça demande moi, je sais que je prépare mes séances au moins un minima, j'essaie d'avoir de la projection. Des fois, j'ai pas forcément le temps de le faire. Donc, je veux vraiment demander une dispo, quitter mon employeur et me consacrer à temps plein à la Old School Academy. Et en parallèle, on a à partir. Donc, c'était prévu pour mars, mais finalement, il y aura un petit peu de retard. En septembre 2023, on va avoir une surface d'entraînement qui va faire pas loin de 300 mètres carrés. Là, c'est en discussion, ça dépendra de ce qu'on veut faire, mais on aura soit une cage de 7 par 7, ou alors de ce qu'on retrouve beaucoup dans les salles aujourd'hui, tu sais, des panneaux de cage. Mais du coup, on aura des outils supplémentaires, des choses dont on ne disposait pas jusqu'à présent. Et du coup, voilà, j'ai envie de profiter de cette salle. On va avoir une convention avec la ville de Villecreine. Pendant 3 ans, on aura l'exclusivité de la salle, donc on pourra en faire ce qu'on veut. Donc c'est comme si on avait une salle privée en quelque sorte. Ce qui est génial pour nous parce que ça reste une salle associative, donc on peut proposer des cotisations qui sont ultra attractives. Nous c'est 280 €, les mecs s'entraînent 10-11 fois par semaine. Ça se voit nulle part ça. Donc l'idée c'est de continuer de faire venir des gens, améliorer un petit peu la communication à l'Old School Academy, certainement me faire entourer, faire venir un intervenant en grappling, en lutte ou en boxe, histoire que je puisse prendre un petit peu de hauteur, me décharger, voilà, et prendre les gars à la leçon autrement que ce que je pouvais faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est encore continuer de professionnaliser notre approche à la Old School Academy avec un meilleur suivi des athlètes et garder ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire la formation des gars, parce que c'est ce que j'aime le plus dans ce sport. C'est prendre des mecs de zéro et puis les emmener au plus haut niveau, ça c'est le top. Et tu me disais que donc cette nouvelle salle là, a été financée en grande partie par la Fédération de Judo. Ouais, en pratiquement quasi-totalité. Il y a eu un projet qui s'appelle les 1000 Dojo. Et donc ça, c'est les membres du bureau de l'association qui ont monté des dossiers de subvention, qui ont essayé avec la fédération de boxe, mais ça n'a pas fonctionné. C'est la Fédé de Judo qui s'en est emparée, qui subventionne à 80% le projet, donc c'est énorme. Comme quoi, le judo s'implique dans les MMA directement. Ouais. Complètement, ouais. Ils participent aux réunions de chantier, ils sont là, ils suivent le dossier quotidiennement. Donc ça nécessite évidemment des obligations de notre part, notamment la promotion du judo au sein de la ville, et c'est ce qui est des bonnes choses. Ouais. Mais en tout cas, c'est grâce à eux que ce projet est possible. Est-ce que quelque part, ils ont conscience, enfin tu vois, certains apparatchiks du judo, ou certains décisionnaires, tu vois, est-ce qu'ils ont conscience que le MMA, ça peut être une voie professionnelle pour le judo, de la même façon que la lutte, que le MMA était une voie professionnelle, tu sais, pour les lutteurs aux États-Unis. Franchement, là, c'est des suppositions, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais, mais très honnêtement, Parce que c'est vrai qu'un judoka de haut niveau, ouais, une fois qu'il a fini, comment il vit réellement de son sport, à part certains surmédiatisés, tu vois. Et quand je dis certains, c'est à part un surmédiatisé. Sinon, les autres, en gros, ils ne gagnent pas. C'est parfois des emplois fictifs ou ils ont un petit logement, une prime de la région, du truc. Des petits sponsoring par-ci par-là. Un bon judoka qui est plein d'espoir, qui est en équipe de France, qui a 1 200 € par mois, il est content, c'est une belle prise en charge. Donc tu atteins un niveau d'athlétisme, de sportivité dingue. Tu vois, tu es un tueur à gages dans ta discipline, qui est une discipline en plus olympique reconnue et tout. Qui a un niveau extraordinaire. Et tu vis comme un charclos, quoi. Moi, je trouve ça à la fois regrettable que des athlètes de ce niveau puissent pas vivre dignement de ça, et en même temps, je trouve ça ouf, je trouve ça beau en fait, que des gens puissent c'est passionné. Mettre autant d'énergie, autant de, je sais pas, des heures d'entraînement, de sueur, de sang pour rien en fait, pour la satisfaction personnelle, pour la recherche de performance. C'est vrai, c'est ambivalent. Il y a une ambivalence, ça reste quand même magnifique en fait. Nous on était au Cage Warrior là, le 1er janvier, le 31 décembre, pour Adem Meskini. Sa prime elle était ridicule. En plus d'avoir une prime ridicule, on est arrivé en train, il fallait qu'on se démerde pour prendre un Uber, aller jusqu'à l'hôtel. Oui, en plus la prise en charge. Éclatée. Ensuite on avait, je crois que c'était 40 € pour deux pour tous les repas de la journée. Donc il faut avancer et qu'ils te remboursent à la fin sur la prime. Sauf qu'en Angleterre,
ça fait 20 balles par tête pour midi soir, tu manges pas grand-chose, toi. Et donc, si tu veux, on en fait des caisses, le Cash Warrior, le truc. Mais c'est bien pour le cutting, ouais, c'est fait exprès. Ouais, voilà. Vous veulent du bien, en fait. Il y a des organisations françaises qui sont... qui des organisations françaises qui sont bien plus modestes et qui font plus d'efforts, ouais. Donc, ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident. Mais le Cash Warriors, ouais, a une mauvaise réputation. Ah non, c'est de ce côté-là, là, pour le coup. Ouais. Alors que là, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit le circuit amateur qui prend de plus en plus de place, de considération. Et aujourd'hui, moi, j'ai des propositions pour des combattants amateurs où il y a prise en charge de l'hôtel, transport, petite prime. Donc, elle n'est pas exceptionnelle, mais il y a vraiment cette reconnaissance quand même qui n'existait pas encore il y a un an. Il y a un an, l'amateur, il prenait sa bagnole, il allait combattre je ne sais où, c'était les frais d'essence, ces trucs. Et aujourd'hui, bon, il y a des choses intéressantes qui se mettent en place aussi, en tout cas au niveau amateur. Ouais. Ouais, tu trouves que ça bouge quand même pas mal de ce côté-là. Ouais. Pour moi, l'amateur, c'est une avancée réelle. Ouais, et puis c'est tout bénef. En fait, c'est vraiment gagnant-gagnant amateur. C'est-à-dire que tu peux, tu fais une quinzaine de combats avec des résultats en dents de scie, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds. Ce qu'on en retiendra, c'est ton premier combat pro. Si tu le gagnes de belle manière, tu seras 1-0. On ne reviendra pas sur victoire perdue sur ton circuit amateur. Et à contrario, si tu es un amateur où tu fais un sans faute, comme c'est le cas pour Théo aujourd'hui, mon élève là, qui est à 8-0, on a déjà des sollicitations pour intégrer des événements professionnels. Tu vois, c'est-à-dire que si tu fais un sans faute et que tu as vraiment une belle réussite en amateur, il y a un combattant qui a 57 kg que tu connais bien, qui était au Brave là, qui avait fait le championnat du monde d'IMAF, Mokaev. Il a pratiquement fait que de l'amateur, il a été pris au Brave. Combien de combats au Brave 4, 5. 4, 5, UFC, boum. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux être vite propulsé au très très haut niveau en n'ayant fait que de l'amateur. Ouais. Donc si tout se passe bien en amateur, c'est jackpot. Ouais, il avait un sans faute, 27 combats en amateur. Et donc si en plus aujourd'hui on rajoute des ceintures comme ça se fait, alors ceinture ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des jeunes pour qui c'est quand même motivant, plus des petites primes, une prise en charge. Je trouve que le circuit amateur il a vraiment de l'intérêt. Il a vraiment de l'intérêt et à plus forte raison qu'on a des facilités à combattre. Au circuit pro c'est un cauchemar entre les combattants qui sont signés dans chaque organisation, Ares, Hexagone et même AGP, donc déjà le roster il devient compliqué, les oppositions sont compliquées. Entre les combattants qui se prétendent être combattants mais qui veulent prendre un mec sur 10, qui sont toujours dans le refus, entre les conditions de la Fédé qui, en fonction du nombre de combats d'écart et des catégories, donc c'est aujourd'hui faire combattre un mec en professionnel, moi pour faire combattre Michael, j'ai un mal fou. Et alors que c'est vrai qu'en amateur, on peut engranger une expérience de malade. Et ça, c'est super intéressant. Justement, quand il faut passer professionnel, jusqu'à quand il faut rester amateur? Tu vois, quand pour toi il y a un déclic ou c'est une question que je vous pose à tous les deux, parce que le point de vue du combattant. Ouais, je vais laisser Michael répondre et je donnerai mon opinion. De ma part, c'est il y a des erreurs. Certes, même en pro, ils vont faire des erreurs, mais il y a des erreurs. On ne peut plus le faire à certains niveaux. Je ne sais pas, par exemple, de quelqu'un qui sait pas, qui reste toujours au sol, qui n'a pas vraiment un sol, il ne sait pas vraiment sortir, truc et tout. À chaque fois, il se fait avoir au sol. Ça, c'est non. Reste en amateur, entraîne-toi beaucoup plus et tout. Et dès que tu sens que c'est bon, ce problème, tu l'as éliminé et tout, ok, on va dire qu'il est bien en boxe, il est bien en lutte, il a que ce problème en amateur. Dans les disciplines, genre que au sol, reste en amateur. Dès que tu corriges cette erreur-là, boum, on va voir si tu passeras pro ou pas. Après, ça c'est moi, j'ai pas autant d'expérience que. Oui, tu veux dire quand on voit que le combattant, il le ressent et tu vois qu'il est assez mature pour être à peu près à l'aise partout, pour avoir gommé les failles qu'il y a dans son jeu. Toi, tu as combattu combien de fois en amateur et quand 0, toi, ouais. 0. Direct à j'ai fait un test le grand bain direct. Mais toi, Michael, aujourd'hui, il est à 8-4. C'est un palmarès qui reste honorable, mais qui reflète pas réellement. En fait, si j'avais eu la chance de le lancer dans le circuit amateur à l'époque, ce que j'ai pas pu faire, parce qu'il y avait, il n'y avait pas en France du moins. Il y a des combats sur ces 4 défaites, il y en a au moins 2 voire 3 qui l'auraient pas perdu. En tout cas, c'est des erreurs qu'il aurait commis en amateur. Et qu'il ne l'aurait pas commis en pro et il serait sur une fiche professionnelle qui serait bien plus valorisante. Tu vois, et c'est en ça où moi,
là, mes combattants amateurs, moi, il y a des choses que je peux pas dire parce que c'est en contrat. Mais je sais que j'ai des combattants amateurs là, bien connus, Théo, Amaury, Mathis, qui ont, dans les quelques semaines à venir, qui vont avoir des combats amateurs très durs. C'est déjà signé, c'est des tournois qui ont été validés. Et là, l'idée, des tournois. C'est des tournois. Il y en a un pour qui c'est un tournoi. Mathis, là, ça vient de sortir. C'est une ceinture à Rennes le 4 février. AFC. Mais je les mets sur ce qui, à mon sens, se fait de mieux en amateur. Je ne cherche pas à esquiver l'adversité avec une volonté de carrière. Là, le but, c'est vraiment... Tu passes dans le test. Voilà, vraiment qu'ils aient des combats durs, qu'ils soient après aguerris plus tard, parce qu'en pro, c'est des schémas qui se reproduiront. Ils reprendront des mecs durs et je veux qu'ils soient capables d'y répondre. Et est-ce que le but, c'est aussi de les faire combattre dans un style plus, justement, plus pro déjà, aller chercher le KO, aller chercher, tu vois, chercher plus à finir, plutôt que faire, dans l'amateurisme, et tu as plus de gestion forcément, tu as plus de, tu vois, tu peux avoir plus de tactique ou plus de… Les conditions du combat amateur, elles s'y prêtent moins, c'est des rounds de 3 minutes, ça va très vite. C'est vrai que souvent on est confronté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu retrouves tout dans le circuit amateur. Tu as des mecs qui ont 25 combats, qui sont excellents, qui feraient du sale en pro, tu vois, qui font le choix de rester en amateur encore. Et à contrario, tu as le petit daron qui arrive, qui veut se faire un kiff, se lancer en amateur, et puis toi, ça peut être… donc en fonction du mec que tu as, tu es en Théo, par exemple. Ouais, ça Il tombera contre un Théo, alors que lui, il est juste, et là, il se fait… Mais donc, si tu veux, souvent, nous, on est confrontés, ça arrivé à des adversaires qui ne te permettent pas d'avoir une approche professionnelle du combat. C'est quand le mec, il te rentre dedans, blablabla, c'est un peu brouillon, en 3 minutes, le temps de laisser passer l'orage, ça peut aller très vite. Mais non, moi, c'est ce que disait Michael, c'est vraiment qu'ils aient un style qui soit capable d'imposer à tous les jeux possibles. Tu vois que j'ai parce que c'est facile en amateur, ou même en pro, tu peux des fois refuser des combats et être que sur des séries positives parce que tu prends des profils d'adversaires qui te correspondent. Mais je sais pas, moi, si tu es à l'aise avec un mec qui boxe par exemple et que tu l'es beaucoup moins au sol, un jour ou l'autre, on te fera déjouer toi. C'est ce qui est arrivé à Adem au Cage Warrior. Il a pris un mec qui a fait que du cash control, une usure, un lutteur. Moi, le combat s'est mal passé pour Adem. Moi, l'objectif, c'est que mes amateurs ils soient confrontés à un maximum de styles possible et puis qu'ils aient les outils techniques pour s'en sortir en fait et imposer leur jeu. Et une fois que je perçois ça chez le combattant, en plus de tout ce qu'il y a à côté, la gestion de l'émotion, de l'événement, du stress, la capacité à être connecté à son entraîneur, à son coach, toi, entendre les consignes, ça aussi c'est des éléments qui mettent parfois du temps à arriver. Là on le voit quand le mec il est mûr. Voilà, tu vois une grosse différence, ça, justement, la capacité d'écoute durant le combat, d'écoute et d'appliquer aussi les consignes ou de retenir ce qui va lui servir. Par exemple, comment ça se passe avec Michael? Est-ce que ça a évolué là-dessus non, quand même, pas tant que ça, Sir Michael. Non, parce que finalement, tu as toujours eu. Il a toujours été capable d'écouter, de mettre en place des instructions, même pendant le combat, parce que moi, je trouve que c'est une qualité remarquable, ça, que j'ai jamais su faire, par exemple. Moi, j'étais trop dans ma bulle, dans l'émotion. Moi, mon coach, c'était Julien Boussu, et j'étais le coach de Julien Boussu. Donc, c'était juste, lui, il se mettait une gold d'eau avant de me coacher. Et puis, il me disait, c'est une tapette, tu vas le tuer. Bon, t'allais loin avec ça. Puis moi, je lui disais à peu près la même chose, toi. Mais non, j'extrapole, mais en tout cas, moi, j'étais pas doué pour ça. Je crois que j'étais trop dans l'émotion. C'était l'instant présent, etc. Alors que mes élèves, pratiquement tous, ils ont cette capacité à traiter l'information que je leur donne, à en faire ce qu'ils veulent en faire. Parce que des fois, je suis un humain, je peux aussi me tromper, faire des mauvais choix, et eux, prendre ce qu'ils ont à prendre et mettre en place. Donc je trouve ça… Michael, il l'a eu très tôt, ça. Il l'a eu très tôt. Mais je pense que ça met pour certains plus de temps que d'autres à venir. Déjà, il y a la gestion de ce que je disais tout à l'heure, l'événement, le stress. Quand c'est un environnement qui t'est plus familier, que tu arrives, que tu es zen, tu es un peu plus capable d'écouter les instructions qui te sont données. Pas facile à faire sur les premiers combats. Tu arrives à bien entendre justement les consignes, toi, durant le combat, avec le brouhaha autour, avec le… Moi, tout ça, je vois pas et j'entends rien. En fait, moi, une fois… on a fini l'échauffement. Non, une fois on a commencé l'échauffement et tout, j'entends rien, je vois rien à part Gaëtan et la personne avec qui je vais m'échauffer si c'était pas Gaëtan. Et pareil, à l'entrée de la cage,
après que je fais un câlin à Gaëtan et j'entre. Là, les bruits et tout, et même maintenant, la musique que moi je mets, en fait, je demande à une personne que j'aime bien, tu veux mettre quoi pour l'entrée? Il me dit ça, je mets ça Oui, pour t'as lui rien à et foutre je de la m'en musique fous. Ah, d'entrée. mais carrément. Et je leur fais des pièges, hein, je leur fais des tests pour savoir si, pour de vrai, hein, pour savoir s'ils écoutent bien. Et Un jour en coaching au MMA-GP, je lui ai crié j'ai pissé dans ta gourde. Tu te rappelles ouais. Et quand il est sorti du combat, je lui ai tendu. Il m'a dit non, c'est mort. Et- C'est pour être sûr, je fais des tests. Et du coup, non, vraiment, même les spectateurs, en fait, c'est un blanc pour moi. Ouais. C'est comme dans les films quand ils font hop, ils voient que par Et exemple isolé, l'adversaire quoi, et tout. ouais. Mais ça, c'est real Ouais. pour moi et je Ouais. dis pas ça parce que il y a les caméras et tout, mais c'est vraiment comme ça. Ouais. Et j'entends que Gaëtan et l'entraîneur de. Qui te dit j'ai pissé dans ta gourde? Gaëtan À table. et l'entraîneur de mon adversaire, Ouais. bah, pour la plupart du temps, il parlait français, donc voilà. Et Ouais. moi, c'est comme ça, Ouais. dès le début jusqu'à la fin. Mais après, je pense, bah, ça c'est une supposition, mais quand tu formes des gars, que tu les entraînes de A à Z, déjà il y a une relation de confiance qui est forte quand même. Donc il y a une connexion entre eux et moi qui est plus facile. J'ai plus de difficultés moi à récupérer, c'est pour ça que j'aime pas le faire, à récupérer des athlètes d'ailleurs, toi, qui ont déjà des croyances, une attitude martiale qui va pas toujours me correspondre. Du coup, dans les instructions que je vais leur donner, peut-être que ça leur ira pas non plus, toi. Ouais. Là, c'est vraiment c'est une communion qu'on fait corps. Je sais ce qu'ils savent faire, ils me Joystick, connaissent, ouais. voilà, il y a une relation forte. C'est comme si tu es en train de jouer à la play. Ouais. Il a sa manette, il me dit pap, 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 pap. J'exécute et c'est bon. Est-ce que tu gardes quand même Ils sont une libres marge arbitre. une marge de manœuvre et tout et Au Dans début, quel- j'ai eu du mal, mais un jour, il m'a dit si tu sens ce que je te dis et tu le sens pas, laisse parler. ouais. Et j'ai compris ça. Ouais. J'ai compris ça. Ah Du ouais. coup, dans ma tête, il me dit des trucs et je les interprète dans ma tête Ouais. avant vraiment l'exécuter et Ouais. tout, mais c'est rapide. Essaye de faire le tri, ouais. Parce Ouais. que c'est vrai que la vision qu'on a de la cage, enfin au pied de la cage, et la vision directement oui. en face. Mais après, ça peut t'étais changer. Ouais, Même MMA. physiquement, hein, c'est ce Ouais. que je leur dis. Moi, le mec, je l'ai pas entre les mains. Hein. Ça se Ouais, trouve, il a une oui. force herculéenne. Ouais. Je l'ai fait lui ici, mais tu sens que c'est pas possible de le faire, toi. Ouais. Donc Ouais. moi, ce que j'attends d'eux aussi, c'est cette capacité à traiter l'info et à se dire. Moi, je propose des solutions, ce qui me paraît très évident au moment du combat, ou des solutions, et après à eux d'en faire Après, ce tu étais en ce qu'ils MMA peuvent, GP ouais. à côté de nous. Gaëtan, il parle pas beaucoup. Mm. En plus, il crie pas et tout, donc il dit tac, tac, tu Ouais. peux faire ça, ça c'est bien. Pas plus que ça. Et en fait, c'est facile. C'est Fais-le pour moi. Ouais, s'il te plaît. Avant, j'ai coaché avec un mec parce qu'il n'avait pas le diplôme là, de prof. Oui, oui. Ouais, j'étais à côté de lui, sur le côté, il était accroché à la cage, le coach. Il Ouais. disait à son élève s'il te plaît, fais-le pour moi. Non. Pendant 5 minutes, j'étais mort. Allez, fais-le pour moi, accroche-toi. Je dirais pas qui c'est. Ouais, c'était bien rigolo. Et ouais, c'est Tu me le super diras en intéressant off, le coaching. Ouais, je te dirais en off. Le coaching, c'est super intéressant. Ouais. Mais ça, c'est pareil, nous, on est on s'est vite familiarisé avec ça. Au judo, on a des compètes tous les week-ends. Ouais. La relation, pareil, d'entraîneur, du coach et l'élève, elle est super importante. Ouais. Donc, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais souvent, on me félicite sur mon coaching, sur mon calme, pendant que Mais c'est pas, je crois pas que ce soit inné non plus, toi. C'est des choses qui, à force d'eux, Ouais. c'est un exercice dans lequel je me sens à l'aise. Ouais. Et ton premier coaching c'était En MMA ou en. Ah bah justement, en judo. Le premier coaching que tu as fait, c'était en judo. C'était, tu t'en souviens ou pas? Waouh, c'est dur à dire ça, mais non, je me Ou le premier coaching qui t'est marqué en tout cas. Ouais. Je pense que c'est non, le premier coaching qui m'a marqué, c'est le MMA parce que c'était un sport qui était nouveau dans lequel j'étais moins à l'aise. Donc, le premier coaching le coaching qui m'a marqué, qui m'a même pas marqué, qui m'a terrorisé, c'était la Supreme League qu'on a fait, donc la Old School Academy à l'ancienne. On affrontait le MMA Factory. On avait prévu initialement une équipe de Barjo avec Boussuge, Gaël Grimaud, Jess Lodin, même c'était pour parler, on devait avoir une grosse équipe.
Et petit à petit, les gens sont tombés comme des dominos, toi. Et on s'est retrouvé avec plus du tout de titulaires. Et on avait fait le choix de ne pas se désister et de mettre que la jeune garde de l'old school. Mais je te parle de la old school il y a très longtemps. Donc c'était des gens qui s'entraînaient très peu. C'était des loisirs pour certains. Et je me suis retrouvé à coacher cette équipe face à l'Armada, Taylor Lapillus, Francis Ngannou. Et ça, c'est le coaching qui m'a le plus marqué parce que je faisais vestiaire, je prenais mon petit jeune à moi qui venait du judo, Bloom, il prenait une trempe, je rentrais dans le vestiaire, j'en prenais un autre, je prenais une trempe, je repartais. Et ça m'avait fait du mal. Et je me revois quitter la salle en fait et regarder les gens dans les yeux, dans les tribunes, à attendre quelqu'un qui se foute de ma gueule, toi. J'étais à bout de nerfs. C'était vraiment difficile. C'était une bonne soirée. C'était une soirée compliquée. C'était une soirée compliquée. Donc ça remonte un petit peu ça. Non, le Supreme League qui arrive, ça sera pas du tout comme ça. Non, c'est autre chose. Ça sera autre chose, j'espère. Là, ça annonce pour quand alors ça 17 février. 17 février, ça arrive vite quand même. Bon, c'est quoi alors la composition de l'équipe? Elle est... on peut le dire. On a, en 57, c'est Bilal. Attends, ça sera où juste pour que les gens sachent? Normalement, c'est au Cirque Borman. Le 17 février, donc il y a eu du retard sur les dates. Donc c'est pas la faute de l'organisateur, c'était la mairie. Trouver un accord avec la mairie. Donc normalement, sur le 17 février, il y aura 3 ou 4 combats, je crois 4 équipes qui vont s'affronter. D'accord. Donc des équipes de 8. Ouais, c'est ça, 4. Il y a la des équipes de 8 Climax, Il faut vraiment de 57 kg jusqu'à la catégorie poids lourd. Ah ouais. Et du coup, en cas d'égalité, parce que c'est des équipes non, pas de féminine. Non. Et en cas d'égalité, pour départager, s'il y a 4 victoires partout, c'est l'équipe qui aura mis le plus de KO, le KO le plus rapide. Voilà, il y aura des critères, mis en place. Pour revenir un peu sur le judo, on avait commencé à en parler tout à l'heure. À part certains cas particuliers comme Ronda Rousey, où tu avais eu d'autres judokas, mais c'est quand même assez rare. Tu n'as pas beaucoup d'adaptation du judo pour le MMA. Il y a plus une culture, lutte directement, parce qu'évidemment, l'UFC, les États-Unis. Est-ce que pour toi, il y a pas mal de choses à faire justement de ce côté-là, techniquement parlant? J'explique pas trop pourquoi le passage du judo au MMA se fait pas plus, mais je pense que le judo, c'est un monde à part. Les gens sont vraiment passionnés par le judo. On parlait tout à l'heure, il n'y a pas d'argent au judo, mais il y a cette recherche de performance. Quand tu es dans le judo, tu es dans le judo. Donc les gens n'ont pas forcément envie de faire le chemin contraire. Après, ça reste un sport de préhension, c'est un art martial, donc c'est peut-être moins naturel de passer du judo au MMA que de la boxe thaï, du kick au MMA. Parce qu'on voit beaucoup plus de boxeurs aujourd'hui qui se réorientent et qui vont vers le MMA. Mais en boxe, il y a quand même un peu plus cette recherche d'argent qu'on n'a pas au judo. Et après, c'est vrai que c'est en termes de technicité, le judo, c'est quelque chose qui pourrait apporter une grosse plus-value à plein de combattants MMA. C'est ce qu'on en discutait effectivement, mais tout ce qu'on va retrouver, le style des combattants dagestanais comme Khabib, Islam, etc., c'est des mouvements de judo, de sambo, donc de judo. Et qu'eux exécutent à merveille, qu'ils associent très bien à la lutte libre ou à la lutte gréco-romaine. Et du coup, ça fait un espèce de savant mélange comme ça dans l'appréhension qui font qu'ils sont injouables sur la partie corps à corps parce qu'ils présentent des armes offensives ou défensives que les autres ne sont pas habitués à rencontrer. On est vraiment sur des schémas lutte, double leg, single leg. Alors que Khabib, on va le voir travailler sur des petits ouchi, des petits crochetages, des mouvements de hanche qu'on ne retrouve pas en lutte en fait. Et en France, on a cette compétence parce qu'on est un beau pays du judo. On a des grands champions en judo. Mais je pense que pour les pratiquants du MMA, c'est pas quelque chose qui saute aux yeux, qui leur paraît évident. Ils préfèrent faire de la lutte. Sauf que les clubs de lutte en France, il n'y en a pas beaucoup. Pas tant que ça. On a l'impression que les judokas ne vont pas vraiment s'y mettre. En France, il y a un judoka, il y a Nel Ariano, qui a gagné les championnats de France de MMA en amateur. Mais il n'y a pas, par rapport. On a Laetitia Blo qui a fait de la lutte aussi et du sambo. Donc déjà qui avait fait quelques sorties. Mais judoka de haut niveau. Et on voit, physiquement, c'est un monstre plante par rapport aux autres filles de sa catégorie. Elle vient, elle pose les mains, elle fait vraiment des attaques de judo, pas toujours sans trop de préparation, mais ça fonctionne. Maintenant, Diablo d'ailleurs qui combat pour la ceinture de l'Hexagone prochainement. De l'Hexagone MMA qui a lieu ce week-end.
le ce dimanche. week-end? Le Ouais, 22. Le dimanche C'est vrai. 22. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, on est Exactement. le 16. Ouais. Ouais, tout juste. Un événement pas mal aussi d'ailleurs avec quelques. Il y a quelques oppositions pas mal. Moi, Il y a Damien là-dessus. il y a Je crois que son Damien adversaire, c'est Loscoremi. blessé, Damien. Ouais, Damien Loscoremi qui combat. Il y a Mathieu Le Taux du Clos qui combat aussi. Il y a super opposition Romain Desbiennes contre Victor. Contre un 6-2 là, qui Victor vient du Verchères. sol, ouais. Il y a un beau common event aussi. C'est Yazid Chouch. Non, Ouais, c'est aussi de Si, Marseille Chouchan. qui Ouais. prend un Ah, mec à solide, Fish je crois. Gold. Oui, c'est ça. un vet de l'UFC Ouais, et un un ancien ancien. champion de Cage Warrior en Et 70. Exactement. Ouais, lui et le combat avant le main event, le common event, non le Bah, avant c'est le ça, common non, event, c'est ça. avant le common event, c'est un ancien. Ouais. Je crois que c'est Miguel Haro qui était de ma Ah, génération. l'anglais, il prend un Et autre qui prend un anglais anglais qui est solide un aussi, ouais. vet de Bellator. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est des c'est deux, c'est ouais. Ouais, ouais. Il y a un Même peu de- Laetitia Blo contre son adversaire, elle s'était déjà rencontrée. Ça avait donné un draw. Et là, pour le coup, c'est une vraie opposition de style. Ouais. On a l'autre qui est plutôt, c'est une lituanienne, non, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. Qui est très orientée pied-point, longéline, et avec les nouveaux critères de jugement là sur pour rendre la victoire, l'autre est pareil avec un avantage. Ouais. Parce Les nouveaux qu'elle critères. strike beaucoup. Bah, tu sais, Laetitia, elle est extrêmement forte sur le corps à corps, sur l'appréhension, et donc elle va te mettre des amenés au sol spectaculaires. Ouais. Par contre, sur ces derniers combats, il n'y a Elle pas suit forcément de tentative de vouloir mettre un terme au combat, c'est-à-dire en mettant des frappes ou de la tentative de soumission. Et ça, c'est les premiers critères de jugement. Alors qu'en face, on a une nana qui est plus grande, qui va peut-être déclencher un peu plus durement en boxe. Donc si elle se fait se matcher, qu'elle prend pas de grande continue à hand, frapper. qu'elle se relève, qu'elle reboxe, qu'elle se fait se matcher, au final, c'est elle qui gagnera la décision. Ouais. Et même vois. si elle reste au sol, Même si elle passe dos, trop au vite, ouais. sol dos au sol, et c'est elle qui met des frappes et tout, et la personne qui est au-dessus, il fait rien, bah, c'est la personne qui est en dessous, c'est lui qui gagne. Ah ouais. Dans les règles comme ça. Et ouais. on voit dans les compétitions amateurs et tous les entraîneurs, on a encore beaucoup de mal à situer, tu sais, dans les instructions qu'on donne à nos élèves entre les rounds, se dire putain, je suis devant, je suis à la bourre. On voit que c'est encore un peu compliqué, c'est encore mal compris ça. Parce que nous, on voit le côté un petit peu spectaculaire, celui qui domine le travail contre la cage, le temps de cage contrôle, Qui est celui qui va être au-dessus au sol sur des positions fortes. Mais finalement, Mais tant qui qu'il fait n'en rien. fait rien, Ouais. si l'autre il est en dessous et à un Juste moment il se il relève, il garde te met le deux pains dans combat la et gueule, tout, toi, ouais. bah, c'est lui qui gagne le round. En tout cas, il y a certaines choses qui sont bizarroïdes et même au plus haut niveau chez les pros. Par exemple, tu vois, parfois tu te retrouves avec tu regardes les cartes donc de scoring et tu vois que tu as deux arbitres super expérimentés et tu vas te retrouver, ils ont vu un combat, pas un combat différent, ils ont vu l'inverse en fait. Tu vois que chacun donne les rounds à l'autre combattant, tu vois. Donc c'est totalement inversé. Tu te dis, ils ont vu le combat, ils n'ont pas vu un combat. Mais pas de la même manière. Ils ont vu un autre combat. Ah oui, mais il y a des fois, moi, il y a quand je vois le combat, la victoire de Paddy Pimblett là, contre Ryan, hallucinant, j'ai l'impression que je connais rien à ce sport en fait. Le PFL, il faudrait regarder, mais je crois qu'eux, ils ont vachement de statistiques en live. Je crois même qu'il y a quelque chose par rapport à la cage et tout. Enfin, même c'est vrai, au PFL, ils ont même ajouté une puce dans les gants. Ah voilà, ouais. Qui calcule, c'est vrai, ça c'est vrai. À mon sens, il faut avoir des critères communs. Ouais. Mais est-ce que les critères aujourd'hui qui sont mis en place sont les bons? Est-ce que juger par round, est-ce que dès le départ, regarde, est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre la base? Le one par exemple ne juge pas round par round. Ils jugent, tu vois, ils attribuent certains points pour certaines choses et puis après ils jugent le combat sur la totalité. Est-ce que juger round par round, qui est hérité de la boxe anglaise, est-ce que c'est forcément un bon choix dès le départ? Sachant que tu as 3 rounds ou 5 rounds, donc ça laisse, tu vois, la boxe anglaise au départ c'était 15 rounds, plus de rounds. Ensuite 12 rounds, ça laisse plus de liberté, tu vois, c'est plus rare d'avoir des matchs nuls du coup, forcément parce qu'il y a plus de combinaisons possibles. Moi, ça me convient, ça me gêne pas plus que ça. Le fait de dissocier chaque round et décloisonner, ça me pose pas de problème. C'est vrai que sur un 3 rounds, il ne faut pas te foirer. Parce que tu peux t'accorder sur un 5x5 avec un espèce de premier round, un peu d'observation, où il faut quand même avoir l'intelligence, la maturité d'aller chercher le round, parfois sur pas grand-chose, le premier. Mais c'est vrai que sur un 3x5, si tu passes à côté du premier round, derrière, tu cours après le score. Ouais. Moi, c'est pareil. Moi, j'aime bien quand c'est par round.
Après, parce que moi, j'ai des trucs dans la tête. Moi, j'aime bien, hop, ok, première ronde, fini. Là, il y a le 2, fini. 3, fini. Nous, dans le judo, pareil, hein, à mon époque, on avait le droit aux attaques dans les jambes. On appelait ça Morotegari, les Kataguruma, les trucs, ça se faisait. Ensuite, on a eu tous ces pays de l'Est là qui sont arrivés, qui étaient des gros Bulgares ou autres, qui balançaient les mecs. Ils ont réadapté. Aujourd'hui, les règles du judo sont plus du tout les mêmes. Ah, je savais pas que c'était pour ça justement qu'ils avaient. C'est l'interprétation que j'en fais. Ils voulaient un judo plus noble, à la japonaise. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un te saisit la manche, tu n'as plus le droit de faire péter la main avec les deux mains. Ah ouais. Toi, le kumikata, il faut faire des crochets à une main. Donc c'est. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un judo qui encourage. Un judo plus gréco, plus. Avant, c'était un peu plus brutal. Ouais. Aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus esthétique. Ouais. Tu vois, mais moi, c'est en partie pour ça que j'ai décroché aussi. C'est des règles qui me convenaient moins. Plus tu brides le sport et plus tu lui interdis des choses. Et j'ai trouvé ça dommage dans le judo. Et c'est aussi peut-être ce qui explique la difficulté qu'ont les judokas aujourd'hui à faire le pont avec le MMA. C'est parce que le judo de l'époque était quand même le judo de Ronda Rousset notamment, était beaucoup plus riche. Les double legs, c'était des Morotegari en judo. Et puis elle avait un judo de bagarreuse en plus. En plus, judo de bagarreuse. Là, au judo, il faut vraiment t'installer, avoir les deux mains sur le kimono, pas le droit de toucher au pied de l'autre, donc c'est beaucoup plus restrictif. C'est casse-couille ici. Mais les puristes continuent, ils se sont adaptés, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui aiment vraiment le judo fondamentalement, donc ils se sont adaptés. Mais moi, les règles aujourd'hui, le judo me plaît moins. Et en tout cas, quand tu arrives avec les armes du judo moderne, pour le passage au MMA, c'est quand même moins efficace, en tout cas moins évident que le judo d'avant. Donc peut-être que ceci explique cela. Peut-être que j'ai des conneries. Peut-être que c'est un mélange de tout. Peut-être que c'est un mélange de tout. Mais je suis très dans la théorie en ce moment. Je regarde beaucoup de BFM, d'éditorialistes. Je suis vachement inspiré, je suis vachement dans la théorie. Moi, je raconte plein de trucs. Après, quand je me regarde, je dis putain, quel con, j'ai dit des conneries. C'est comme ça. Hein. Je pense qu'il a bien entendu, Fred, avec les micros et tout. Des fois, c'est trop. Aujourd'hui, non, juste pour revenir un peu quand même sur le combat de Strickland, Imavov. Ouais. Qu'est-ce que vous avez. Alors, je sais que vous aviez une prédiction, enfin un pronostic différent sur le combat. Alors, il gagne toujours. Hein. Déjà, faut le dire. C'est vrai, ça c'est vrai. Il a jamais perdu un pari sur les combats. C'est vrai? Ah ouais. Jamais. Champion du prono, ouais. Jamais. Je prends de la thune. Hein. Je leur prenais de la thune avant, maintenant ils veulent plus parler. C'est vrai, tu as parié avec. J'avais parié Ngannou, Miocic le premier. J'avais parié Miocic et deuxième Ngannou. Ouais. Je suis pas mal, mais je fais pas les paris sportifs, mais je suis pas mal là-dessus. Il a jamais perdu un pari là-dessus. Et moi, j'étais pour Imavov. Et lui a dit non, je pense pas qu'il passera sur Strickland et tout. Et boum, hein, il a eu raison, encore une fois. On en a parlé tout à l'heure, je pense que est-ce que tu penses que tu voulais, enfin, ton jugement a été faussé parce que tu voulais tellement le voir gagner, ou tu le voyais vraiment l'emporter techniquement, physiquement, tout? Je pense que j'étais plus sur l'émotion que autre chose. Et peut-être que tu as sous-estimé Strickland aussi. Non, là-dessus, non. Mais je me suis dit, vas-y, à une semaine de combat, 93, c'est quand même, il y a 9 kilos d'écart avec le vrai catégorie. Et je ne connais pas, est-ce qu'il s'entraîne vraiment, il ne s'entraîne pas, est-ce que lui c'est quelqu'un de... Parce qu'il y a pas mal des combattants, ils s'entraînent que pour préparer un combat. Ils n'ont pas de combat, ils sont à la maison. Donc je pense que je me suis dit ça. Alors que moi, à contrario, j'ai vu, et c'est intéressant ce que dit Michael, c'est vrai que ça c'est beaucoup, c'est vrai en boxe, ça beaucoup. Tu vas dans les salles de boxe, moi j'étais surpris les gars n'ont pas de combat en boxe anglaise où ils ne s'entraînent pas. Il y a un combat qui est annoncé, ils vont s'entraîner beaucoup, et puis des gens qui ont un très gros niveau, des boxeurs pros, ils vont s'entraîner 2-3 mois avant, ils vont vraiment, je trouve ça dingue. En MMA, je trouve qu'il y a quand même plus cette culture de l'entraînement quand même. Ou alors peut-être que c'est ce qu'on fait nous au club, mais j'ai l'impression que même les mecs, déjà on ne combat pas régulièrement. Si tu as 3 combats dans l'année, c'est une belle saison. Donc les mecs sont toujours à s'entraîner.
Il y a aussi peut-être notre culture française qui fait qu'avant, on acceptait des short notice. Il n'y avait pas d'événement en France, donc il fallait se tenir Tu prenais prêt. ce qui venait. Voilà, donc fallait à minimum, si tu arrives et que tu as fallait un être gros prêt, bide, ouais. que tu es dégueu et qu'on te propose un combat le vendredi pour le samedi, bah, c'est foutu, toi. Donc il y a quand même eu cette culture. Moi, je sais que les gars, je leur dis, restez un minimum en forme. Faites pas des Ouais. écarts de poids extraordinaires. N'attendez pas qu'on vous propose un combat pour vous entraîner. Je dis aussi à mes amateurs, entraînez-vous comme des pros aujourd'hui. Parce que le jour où vous passerez pro, c'est pas là où il va falloir vous dire, bon, maintenant, il faut que je m'active. Tu vois, faut... Donc il y a quand même, Anticiper un ce minimum, sérieux. ouais. Et je pense qu'un mec comme Strickland, au niveau où il est numéro 7. Je pense qu'il a quand même C'est pas pour rien. de la régularité dans ses entraînements. Ouais. C'est pas, il regarde pas Netflix toute l'année, et puis le jour où il a un combat, il s'entraîne. Et du coup, je l'ai vu, même sa différence de poids, parce que c'était pas un gros lardon non plus, Non plus, ouais. mais comme un avantage pour lui. Et puis un mec chiant à Même le combattre. cardio et Mais- tout, en fait, Bonne gestion, il a, ouais, de l'expérience. Très, Il a très 2 fois plus mature. de combats qu'Imavov, c'est pas rien. Tu vois, on parle souvent d'expérience, mais l'expérience, c'est aussi ça. Toi, il a Ouais. 2 fois plus de matchs. On disait tout à l'heure 5-6 combats en 5 rounds. Et je trouve que ça s'est vu. Il a imposé le rythme du combat. Ouais. Pour Mais revenir malgré sur tout, le- pardon. Non, excuse-moi, non, c'est moi. Pour revenir juste parce que j'allais commencer à oublier ce que je voulais dire justement. Je pense que la grosse différence aussi avec l'anglaise, c'est que il y a moins de choses à apprendre en fait, tout simplement. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, il y a une lassitude. Ouais. Il y a, tu vois, une fois que tu as atteint, tu atteins plus vite ton maximum technique, tu vois, on va dire ta Ouais, perfection c'est vrai. technique. Alors qu'en MMA, t'en as jamais fini en fait. Il y a pas, tu vois, une vie ça suffit pas à apprendre. Moi, j'ai jamais pu comprendre ça, qu'on peut toujours apprendre des trucs. Ouais. Mais c'est vrai Même que si- comme Même en anglais, tu dirais en fait. Ouais, Ouais. partout. Oui, mais après il faut avoir l'envie, enfin la motivation. Ah oui, ça De c'est toujours, bah tu vois, de oui. Après, il faut revenir, savoir parce ce que que tu veux faire. L'anglais, c'est vrai, c'est 3 coups. En fait. Ouais. Tu vois, direct, crochet, uppercut. Après, tu as des variations, tu vois. T'as les Mais déplacements, les en esquives anglaise, et tu tout, même mais pas. ouais. En plus, l'anglaise a été simplifiée. Tu n'as même pas de coup de poing retourné possible. T'as pas, tu vois, tu as des règles quand même vachement Ouais, restrictives. Tu dois rester Les- sur tes pieds, tu peux pas faire les Superman Punch. Voilà, les gants, ils ont enflé. Donc, il y a- Ah ouais? Ah bah ouais, tu regardes Marciano ou même avant, la taille des gants, tu vois, c'était C'était du 8, non entre du 4 et du 6-11. Ah ouais? Là maintenant, 4, c'est 4, c'est MMA. oui, mais Maintenant, c'est en une anglaise, en anglaise, et puis il fallait voir les gants en plus. Ouais. C'était du crin de C'était cheval du- dedans. Ouais. du sable de chantier. Et, On est un bord maintenant, pif. c'est 8 pour les pros. Si l'UFC te proposait un contrat, donc l'UFC qui propose un contrat d'entrée, généralement c'est 10 000 balles pour le combattant, tu vois, 10 000 pour la prime de combat, 10 000 pour la victoire, d'accord. Tu as cette proposition de ce côté, du côté de l'UFC et proposition pour un tournoi au PFL, donc le PFL Europe, là, du coup, c'est un tournoi à 100 000 $ si tu le gagnes. Et si tu gagnes ce C'est tournoi-là, pas 1 million? T'accèdes au tournoi à 1 million, moi, je crois. si tu voilà, Ah. pour donc le tournoi européen te fait gagner 100 000 $ et tu accèdes effectivement, c'est un ticket d'entrée pour le gros tournoi à 1 million de $ qui te sacre comme champion du PFL. les À deux. choisir entre les deux À l'heure actuelle, aujourd'hui, UFC. UFC direct. À l'heure actuelle, je choisirais l'UFC. Les frères Al Jarouj, il y a deux, il y a ton petit frère qui combat aussi. Oui, en amateur. Donc, il s'appelle ça. Georges. Hein, donc, Georges, ah ouais. Il combat en amateur pour l'instant. Lui, par exemple, il a quelles ambitions? Il combat en. Ah, tu sais pas? Je sais sais pas, même bien. pas vraiment, je Ouais. sais pas c'est quoi son objectif de Ouais. MMA. Je sais quand on est arrivé en Ok. France, il voulait faire Vous êtes arrivés foot. ensemble. Ouais. Hmm. Il voulait faire le foot et tout, ok Ouais. d'accord. Il s'est inscrit, moi, je suis parti plusieurs fois à ses entraînements et tout. Les entraîneurs foot, ils se concentrent sur 1, 2, allez, max 3 joueurs, les autres Ah ils ouais. s'en foutent. D'accord, ouais. Je dis écoute, si c'est ça ce que tu veux, Hmm. vas-y. Hein. Hmm. Et lui, au fur et à mesure du temps, il a dit bah non, je veux plus. Et il s'est mis au MMA avec mon premier entraîneur, l'ami de Gaëtan, c'est Fred. Hmm. Et après, quand Fred il a quitté Créteil, il est venu à Villecrène. Et voilà. Il t'a rejoint là. Mais il m'a rejoint. Donc il y a à combien de temps Villecrène. qu'il s'entraîne avec vous comme ça Bah, au moins aussi longtemps que toi, enfin 2 ans de moins, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Enfin, un moment. Ah ouais, Ouais. donc ça fait quelques temps, ouais. Et
Mais après, ouais, Georges, en tout cas, s'il a des ambitions, elles ne sont pas aussi affirmées que celles de Michael, Ouais. elles sont plus secrètes. Ouais. Et les moyens qu'il met en œuvre pour y arriver, elles sont aussi clairement pas les mêmes. Ouais. Il s'entraîne Ouais. plus modestement, par contre, il a un très bon niveau. Et c'est aussi en ça que le circuit amateur, il a de l'intérêt. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui aspirent pas forcément à passer pro, qui veulent, comme dans tout sport, faire de la compétition, avoir des sensations, exister dans la discipline, mais pas en... Et Georges, il s'inscrit parfaitement là-dedans pour l'instant. Donc, et moi, j'attache autant d'importance à un mec qui peut aller au très très haut niveau qu'à quelqu'un qui prétend simplement à faire de l'amateur ou même pas combattre du tout. Dès lors où il est honnête avec ses objectifs et qu'il donne les moyens de les atteindre, ça me... Donc Georges, ouais, non, c'est une version moins ambitieuse de Michael, mais avec du talent. Ouais. Et une Ouais, coupe non, à la Gustavo Kuerten. Et quoi? Une coupe de cheveux à la Gustavo Kuerten. Et- Avec ses cheveux, lui. Et ouais, bah écoute, on va finir là-dessus parce que faut que je vous relâche Ouais. un jour ou l'autre. Je pense qu'on a pas Ouais. mal jacté. Et donc merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être là, d'exister et de faire Merci. exister Merci le à toi, MMA Fred. français. Faites péter aussi, partagez les pouces bleus, abonnez-vous, tout ce qu'il faut, voilà. Et je vous laisse le mot de la fin. Déjà, je remercie tous ceux qui prendront le temps de regarder la vidéo. Je te remercie à toi de nous avoir reçus, accordé de la confiance. Tu fais partie de ces rares gens à donner de la place au MMA avec passion et équité, objectivité. Donc j'apprécie ton travail. Et puis j'invite les gens passionnés du MMA à s'intéresser à ce qu'on fait à la Old School Academy, parce qu'il y a dans nos rangs des jeunes combattants amateurs qui seront les futurs champions de demain. Et puis voilà, ça leur donne de la force, ça donne de la force au club. Bah merci, merci à toi Michael. Merci à toi, Ouais. Fred. Moi, j'ai pas un très beau discours comme ça, mais vraiment, merci de m'avoir invité pour la deuxième fois. Et s'il y a un troisième et quatrième, je serai là avec grand plaisir, vraiment. Bah il y en aura, de toute façon, je vous inviterai avec grand plaisir une prochaine fois. Vas-y. Et merci à vous, merci à tout le monde. Merci Fred. Merci, bye. Fred, merci à toi, Général.